Et bonjour, bonjour tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle causerie écolo aujourd'hui. Je vais vous redire pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'émission, ça fait quelques mois qu'on n'en a pas refait, mais vous avez peut-être déjà vu l'émission sur YouTube, parce que leurs diffusions sont sur YouTube. Donc pour les personnes qui découvriraient peut-être l'émission, il s'agit d'une émission d'échange, de discussion, autour de diverses questions qui touchent à l'écologie. Alors ça peut être plus ou moins proche de l'écologie, on verra. Peut-être que tu nous diras justement qu'il y a des questions qui se posent vis-à-vis de l'antispécisme. Est-ce qu'il faut l'intégrer? Est-ce que c'est une autre science, une autre façon de voir les choses? Donc le but de cette émission est de partager nos expériences, nos vécus, nos avis sur différents sujets, donc, mais aussi de parler de l'engagement militant et politique qui lie ces sujets potentiellement. Et donc ce soir, nous recevons parfois des spécialistes, des invités qui maîtrisent des sujets, on va dire. Et ce soir, c'est Victor Durand-Lepeuch, qui vient dans cette émission dans le cadre de la sortie de son livre, qui est sorti tout récemment, le 3 octobre, En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme. Et comment vas-tu, Victor, déjà? Et est-ce que tu n'es pas trop éreinté de fatigue par la promo de ton livre surtout? Coucou, et ben merci beaucoup pour l'invitation. Ça va, le niveau fatigue, je tiens le coup, même si c'est vrai que ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue, avec une semaine bien chargée à Paris, des belles soirées, une soirée de lancement à l'Académie du Climat qui a rempli la salle des fêtes, des rencontres en librairie, des passages dans des podcasts. Bref, ça fait super plaisir de voir qu'il y a de l'élan là autour de la question du spécisme, dont pour l'instant, enfin, d'habitude on a du mal à faire émerger cette question-là dans le débat public. Donc là, ça fait trop plaisir qu'il y ait un lancement qui me fatigue. Je suis content d'être fatigué. Ouais, bah t'as fait pas mal de choses, effectivement. Il y a eu une soirée événement à l'Académie du Climat, donc ça fait très très plaisir quand même. J'ai vu ça, je fais ah oui, ça fait extrêmement plaisir. J'imagine que ça a été en partie fait avec ton éditeur aussi, peut-être. Je sais pas comment ça a été C'est organisé ça, ça, c'était mais une soirée co-organisée ouais. avec Gaël Bidan des éditions de l'Atelier. Tout à fait. Ok, ok. Bah déjà, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de te présenter un petit peu, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui te connaissent pas. Moi, j'ai fait une petite commande dans le chat que je vais remettre d'ailleurs à l'instant, mais n'hésite pas à te présenter comme tu le souhaites. Tu prends l'angle que tu veux. Je te laisse la parole. Super, ben moi c'est Victor. Depuis 4 ans maintenant, j'anime un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Et donc c'est en fait le podcast contre le spécisme, qui est vraiment centré sur cette question-là. On va en parler juste après. Si les gens connaissent pas le terme, paniquez pas. Oui. Et puis là, cette année, j'ai écrit un livre qui s'appelle En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme, aux éditions de l'Atelier, qui vient de sortir, comme tu l'as dit. Voilà, c'est un peu les deux choses principales sur moi. Puis sinon, je fais des conférences, des interventions, centrées beaucoup sur ce sujet-là et sur la façon dont ça connecte à plein d'autres sujets sociaux, aux autres questions d'oppression, Mm. à la question écologique, aux autres questions sociales. Enfin voilà, j'essaie de tracer un peu les liens aussi dans le podcast et puis dans mes interventions et dans le livre. Ok, bah ouais, très bien. Bah, j'imagine qu'il y a des gens qui te connaissaient déjà dans le chat, de par ton podcast, notamment, effectivement. Ça fait combien de temps le podcast, à Bah peu là, près? ça fait 4 ans. 4 ans, ok. Ok, donc Ouais, déjà, ça ça passe commence à. vite. Bah, tu vois, c'est quasiment. Je crois que ça va faire 4 ans en novembre que je me suis lancé sur Twitch, tu vois. On est Ah vraiment wow, là. bah voilà. La connexion. Faut qu'on fête nos anniversaires. C'est triste. Ça. Alors, j'ai prévu un petit fil conducteur, mais l'idée aussi, c'est que vous puissiez poser des questions, intervenir, etc. dans le chat. C'est un peu le but des causeries. Ce qu'on s'est dit, ça serait pas mal peut-être de présenter certains mots, certaines terminologies, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont pas forcément hyper calés ou c'est pas forcément des sujets que vous avez creusés. Donc je ne sais pas ce qui est le truc le plus évident à mettre en avant, peut-être le spécisme en premier, comme ça Oui. à l'angle opposé de ton livre. Ça peut être pas mal, définir ce qu'est le spécisme. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait envisagé pendant longtemps enfin, de mettre spécisme dans le titre plutôt qu'antispécisme. Mm. Et bon, pour un tas de raisons, on a mis antispécisme parce que justement, en général, c'est plus de ça qu'on parle dans les médias. Alors qu'en fait, pour comprendre l'antispécisme, il faut revenir à qu'est-ce que c'est le spécisme. Et le spécisme, en fait, c'est l'oppression qui touche les autres animaux. Donc c'est ce qui explique qu'on a tout un système social, tout un ordre social qui asservit les individus d'autres espèces, dans leur grande majorité, qui en produit par milliards pour qu'on puisse les manger, qui s'approprient leur corps, qui respectent pas leurs intérêts fondamentaux. Et tout ça, voilà, c'est un ordre qui légitime et qui organise la domination des humains pour nos intérêts
de tout un tas d'autres catégories d'individus qui pourtant peuvent souffrir et tiennent à leur vie. Voilà, ça c'est le spécisme. C'est ce qui explique qu'il y a des milliards, d'animaux en fait, qu'on tue, pour notre intérêt. Et quand je dis nous, du coup, c'est nous humains, la Oui, classe dominante dans cette histoire. Et du coup, l'antispécisme, c'est aussi simple que, bah, c'est le mouvement social qui lutte contre cette oppression-là, quoi. C'est les gens qui souvent des humains, en fait, les animaux, ils cherchent même à se libérer, ils cherchent même à lutter contre cette violence. Et voilà, il y a tout un mouvement, humain d'alliés qui cherche à se placer en solidarité avec ces individus et à dénoncer auprès d'autres humains, de dire: «Bah, ça, c'est vraiment pas juste ce qui se passe et on peut faire autrement». Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, antispécistes. c'est ça. Et souvent d'ailleurs, c'est dans les médias ou sur les réseaux, c'est souvent amené par l'angle. Enfin, on parle directement d'antispécisme et on revient pas forcément sur ce qu'est le spécisme. C'est souvent ça qui est mis en avant, comme parfois d'autres luttes aussi d'ailleurs. Mais là, c'est assez spécifique quand même euh, de cette lutte, de partir de. Bah, particulièrement celle-là, ouais, Ouais. de toujours et même plus que l'antispécisme, les antispécistes Mm. et en fait, ou les véganes, tu vois? Et c'est ce qu'on retrouve dans les articles et finalement, on parle plus du tout des animaux, des autres animaux, parce qu'on est des animaux aussi et en fait, on en est à polémiquer dans des faux débats qui nous mettent dans des impasses et qui font que ça fait dériver la conversation vers, des objections inintéressantes et bah, c'est tout un tas d'objections que j'essaie d'adresser dans le livre, de les véganes sont des bobos, les antispécistes, enfin, en fait, voilà, qui décalent la conversation vers, les humains qui essaient de lutter, contre cette oppression-là et qui font qu'on peut plus parler de l'oppression elle-même, qu'on peut plus parler du problème qu'on pointait, et ça, c'est vraiment un truc permanent avec, la question du spécisme. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre terme aussi qu'il va peut-être falloir redéfinir parce que parfois il y a un mélange, on va dire, des terminologies. C'est le terme animaliste ou animalisme. Je veux bien que tu nous donnes la différence justement entre l'antispécisme et l'animalisme. Ouais, tout à fait. Bah, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que je peux parler Oui, vite fait de ma tu peux, hein, formation? Moi, vas-y, si tu vois j'en des profite, trucs. j'ai fait une formation en philosophie. Moi, je viens plutôt de la philo et des sciences sociales. Et après, j'ai fait un master de philosophie. Je me suis plongé dans la question de la souffrance des poissons dans mon master qui était en philosophie des sciences. Ok. Et voilà, j'ai fait un mémoire en fait à la fin de mes études pour essayer d'expliquer comment les scientifiques s'y prennent pour arriver à donner des réponses à cette question compliquée qui est comment on sait si un poisson souffre, parce qu'on se posait beaucoup la question dans les années 2010 et là maintenant c'est acté, on sait qu'il souffre. Et sinon donc c'est une super question la différence entre antispécisme et animalisme. Moi la façon dont je le comprends c'est que l'antispécisme est inclus dans l'animalisme. L'animalisme c'est une chapelle plus large en fait. Moi, je devrais pas dire chapelle parce qu'après on va nous dire qu'on est sectaire, mais Et voilà, c'est une tente plus large. On est animaliste dès qu'on lutte d'une façon ou d'une autre pour améliorer la condition de au moins certains animaux. Donc si on lutte pour qu'on traite mieux les chiens ou les animaux de compagnie, ou qu'on protège un peu mieux certains animaux charismatiques ou certains animaux sauvages, on est animaliste. Ça ne veut pas forcément dire d'emblée qu'on est antispéciste. Et même, il y a plein de formes en fait d'animalisme ou de discours qui semblent positifs par rapport aux autres animaux, qui bah, revéhiculent un petit peu, soit dans leur vocabulaire ou même dans ce qui est défendu, une forme de hiérarchie, une forme d'inégalité entre les humains et les autres animaux, en disant, bon, certes, on va améliorer leurs conditions, parce que, bon, en fait, tout le monde est un peu animaliste aujourd'hui dans nos sociétés, je veux dire. Tout le monde voit qu'il y a un gros problème avec au moins les élevages industriels, et tout le monde se dit bien qu'il faut au moins traiter les autres animaux un peu moins mal, d'une façon un peu moins atroce, parce que c'est juste affreux ce qui se passe. Donc en fait, c'est facile d'être animaliste. Et antispécisme, ça va vraiment plus loin. C'est dire, bah, on veut abolir le système de domination qui érige constamment l'humanité en supérieur et qui infériorise tous les autres animaux et qui dit que nos intérêts compteront toujours plus. Et que même si on peut améliorer un peu leurs conditions ou moins leur infliger des violences complètement arbitraires et pas justifiées, bon, bah quand même, on va continuer à faire la différence, on va continuer à pas les traiter pareil, on va continuer à dire que les autres animaux, bah, leurs intérêts, ils sont quand même pas comme les nôtres, ou ils comptent moins, ou nous, on est entre humains et on va faire nos sociétés entre humains, puis on va pas penser à eux. Donc voilà, il y a plein de formes d'animalisme qui peuvent continuer à être spécistes, mais qui peuvent quand même faire avancer les choses dans la bonne direction pour les autres animaux. Et l'antispécisme, ça va vraiment, je pense, c'est le projet le plus radical en termes de réflexion morale et politique sur une vraie construction de l'égalité avec les autres animaux. ouais.
Bah, c'est bien rappelé, effectivement. Il y a, tu redéfinis un petit peu ça dans le livre, qu'on va commencer tranquillement à présenter. Euh, je sais pas comment apporter le truc, mais en gros, on en a discuté. Alors oui, pour vous refaire le truc, en fait, nous, on s'est rencontrés à la Vegan Place de Nantes en juin, je crois. Et tu m'as dit, oui, je vais sortir un bouquin bientôt en octobre. Et tu m'as dit que ça avait été assez particulier le processus parce que c'était pas. On est venu vers toi pour te proposer de faire ça. Et surtout, tu as eu un délai assez restreint Mm. pour faire le livre. Et tu as dû donc assez. Comment dire choisir vraiment tes propos et ce que tu allais dire. Et on se retrouve quand même, on l'évoquait tout à l'heure, alors vous voyez peut-être pas, vous allez voir un peu l'épaisseur, mais avec un livre qui fait 400 pages quand même. Donc on est sur quelque chose qui fait bien le tour de la question. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment, tu l'as dit d'ailleurs dans des podcasts, tu as fait un petit truc sur ton processus créatif, je sais pas si on peut dire ça, mais d'écriture en tout cas. Comment tout ça est arrivé, comment tu as pris la décision de faire, parce que c'est quand même pas rien de sortir un livre, hein. Euh, et est-ce que tu te sentais aussi légitime? Ça, c'est une question qui peut se poser, hein. Et Mhm. comment tu as réussi à un peu organiser le livre? Parce qu'on va revenir après vraiment sur ce qu'il en est du livre. Voilà, je pose plein de questions, mais tu vois un peu. Ouais, N'hésite pas à me ouais, dire ça. carrément. Bah, déjà, avant que ça dissuade tout le monde, il est certes un peu épais, mais je pense qu'il est vraiment accessible et que ça vaut le coup de le lire parce qu'il n'y a pas le besoin de le lire de A à Z. En fait, la façon dont il est structuré, c'est chaque chapitre est indépendant et il n'y a pas de chapitre qui fait plus de 10 pages. Donc en fait, on peut Je confirme. l'acheter et lire les quelques idées qui nous parlent le plus où on ne savait pas quelle réponse, on peut picorer dedans, on peut l'ouvrir en plein milieu et puis en fait, on ne sera pas perdu. Et après, il y a des renvois en permanence vers les autres chapitres pour pas que ça déborde et puis pour montrer la cohérence globale. Et il y a un intérêt de le lire en entier, hein, mais c'est pas obligé. Et puis il n'y a pas à s'inquiéter en fait, voilà, de l'accessibilité. Moi, j'ai vraiment fait en sorte de l'écrire pour que ça puisse aussi être une introduction au Mm. sujet des gens qui connaissent pas. Et puis j'ai l'impression que on comprend mieux en partant des idées reçues qui nous viennent spontanément sur la question. Et il y en a plein. Et du coup, on se dit, ah ok, donc ça, on peut voir qu'il y a ça à y répondre et de façon un peu ramassée, mais j'espère bien présentée. Voilà, parce que j'ai un peu peur depuis que j'ai vu qu'il fait 400 pages que ça dissuade tout le monde de le lire, alors que s'il vous plaît, vous découragez pas, il y a façon de... Enfin voilà, j'espère qu'il est quand même bien écrit et Oui, chouette oui, et intéressant et accessible. j'ai réussi à le lire, tout va bien. Non, mais moi, ce que je faisais, c'est que souvent, avant de dormir le soir, je lisais deux, trois trucs, tu vois. Sachant que, en plus, j'avais un peu un impératif, entre guillemets, avant le live, d'essayer de tout lire. Et j'ai réussi à le faire sans me rechier, sauf aujourd'hui. Mais, voilà. Mais là, il me restait 50 pages, je crois, ce matin. Donc, ça va, hein, j'avais quand même fait le gros. Euh, Ouf. non, ça se lit bien, même si on n'est pas spécialiste du sujet. Euh, Il y a complètement de quoi apprendre plein de choses. Et avoir des références aussi, parce que ça, tu l'as pas dit trop là, mais tu mets beaucoup, beaucoup de bas de page. Et ça nous amène Mm. potentiellement plein d'autres trucs en plus à lire. Et c'est vraiment une bonne idée, en fait, de... Déjà, on voit que tu as vraiment creusé le sujet, parce que des fois, les gens pourraient se dire, bon, c'est quelqu'un qui parle du sujet, mais est-ce que c'est quelqu'un de légitime et autres. Enfin, il y a toujours ce truc hein, qui peut arriver, hein. Notamment tes contradicteurs potentiels. Mm. Et là, il y a plein de références, que ça soit à d'autres livres, à des journaux, à des émissions, à des choses comme ça. Je trouve que c'est très très cool. Parce que si tu as envie de creuser, t'as de quoi, t'as la matière. Donc ça peut être de gens qui débutent, qui découvrent le sujet, à des gens qui sont déjà plus informés, quoi, je trouve. Voilà, mon Ouais, bah, retour. c'était un peu le but. Bah, déjà, merci. Je suis content que ça. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de l'écrire d'une façon qui, justement, puisse parler à tout le monde. Et à la fois les gens qui connaissaient pas encore bien le sujet, et puis aussi les gens qui le connaissent déjà bien, mais pour approfondir et voir qu'il y a plein de références en plus à aller creuser. Moi, je l'ai un peu envisagé comme un truc, une double cartographie. C'est-à-dire, comment fonctionne l'idéologie spéciste, cette idéologie-là qui construit l'infériorité des autres animaux, qui construit la supériorité des humains et le droit des derniers à servir et à s'approprier les corps des animaux. Et donc, comprendre comment cette idéologie-là, elle s'articule en la disséquant justement par les idées reçues, par les idées fausses qu'on entend. Et ça permet en fait de faire le tour de tous les arguments qu'on nous sert en permanence ou qu'on entend qui circulent dans la société pour venir nous dire c'est OK de manger les autres animaux, c'est OK de les violenter, c'est OK de s'approprier leur corps. En fait, il y a un paquet d'idées reçues qui s'agglomèrent pour nous rassurer en permanence sur le Mm. fait que
il y a pas de souci dans ce qui est en train de se passer, dans cet ordre social. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il est pas social, que c'est un ordre naturel. Enfin voilà, on pourra y revenir. Et en face, j'essaye du coup de déplier, de faire aussi une cartographie de la pensée antispéciste. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'il y a un courant d'idées, un mouvement social et militant qui essaye de dénoncer à la fois cette idéologie et puis ce système de pouvoir. Et du coup, on a dû produire plein d'idées en face, en fait, pour déconstruire toutes ces idées fausses et à l'inverse, bah, tracer la direction d'un projet d'égalité, d'un projet politique, d'émancipation des autres animaux. Et du coup, j'essaie de montrer aussi toute la richesse de cette pensée-là en face qu'on a à déployer et qui est déjà là. Enfin, genre, moi, j'arrête pas de dire là dernièrement que 90% des idées du livre sont pas les miennes. Je les remets en forme un peu différemment et d'une façon accessible, j'espère. Mais je vais puiser dans toute une matière qui a été travaillée par d'autres que moi avant et qui continue d'être raffinée, d'être mobilisée parce qu'en fait, on a besoin aussi des idées pour faire avancer l'égalité. Et donc, voilà, c'est un peu cet aspect de double cartographie. Des fois, le premier aspect, c'était juste, moi, je sais que c'est des idées fausses qui circulent, mais Mm. des fois, les gens qui connaissent pas forcément le sujet ou qui n'ont pas beaucoup entendu parler de la question peuvent se dire, mais il y a vraiment des gens qui pensent ça, ou il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Et du coup, des fois, je sentais les quelques fois où je l'ai pas fait, mon éditrice m'a dit: «Mais c'est pas vrai, enfin, ça peut pas être, les gens le disent pas comme ça, c'est un homme de paille». Et du coup, je me suis mis à systématiquement sourcer, toutes les idées fausses et à dire: «Bah si, en fait, ça on le retrouve» et puis en fait, on le retrouve même à plusieurs endroits. Il y a vraiment plein de souvent, bon, souvent c'est les vieux mecs philosophes blancs qui nous sortent ça, mais en fait qui se font inviter à France Culture et puis qui ont après, tout un espace de parole et puis qui ont quand même un impact sur la pensée, sur la façon après dont les idées circulent et sur l'argumentation qu'on retrouve partout, chez tout le monde, dans nos familles. Après, ça se retrouve chez notre oncle qui nous sort ça à Noël, tu vois. Ah Et oui, du bah coup, ça. j'avais quand même besoin de sourcer, de dire, bah oui, en fait, si, il y a vraiment des gens qui disent ça. euh, et, de, et de cette façon-là, et voilà ce qu'on a à répondre en face. Je voyais qu'il y avait commencé à y avoir des discussions, des questions, des relevés, des commentaires dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous dit Neptori, c'est déjà l'un de mes livres favoris sur le sujet, grâce à son accessibilité justement. Pouvoir s'apprêter à la lecture petit à petit sans s'y perdre est un gros plus. Je suis complètement d'accord. Complètement Oh, d'accord. merci Neptori, Puis, c'est adorable. comme tu me l'as dit quand on a commencé à évoquer la possibilité de faire un live ensemble, en fait, on n'est pas obligé de le lire du début à la fin comme ça. On peut choisir les sujets qui nous parlent le plus en premier. Et si vous n'avez pas lu les trucs avant, ça va pas, vous n'allez pas manquer des choses, quoi. Il y a des rappels réguliers s'il y a des liens avec d'autres sujets, enfin d'autres chapitres. Donc c'est une très bonne idée d'avoir mis des petits numéros à chaque fois pour te rappeler, ah oui, si tu veux pousser ce sujet, c'est avant ou après. Hein, donc ça c'est une très bonne approche, je trouve. Hein. Je sais pas, tu sais si c'est fait aussi pour, parce qu'il y a d'autres, on n'a pas parlé de la collection, mais il y a d'autres, c'est issu d'une collection en finir avec les idées fausses sur. Tu sais, c'est un peu les mêmes formats pour les autres bouquins ou... Oui, bah, c'est vrai que du coup, j'ai pas répondu à cette partie-là de ta question aussi de comment ça s'est passé. Du coup, oui, c'est la maison d'édition, les éditions de l'Atelier, qui est une ancienne maison d'édition qui est issue de la jeunesse catholique ouvrière, mais voilà, qui est vraiment engagée dans les luttes sociales depuis un sacré paquet d'années. Et donc, sa directrice, Gaëlle Bidan, mon éditrice, est venue me proposer d'écrire un titre dans cette collection qui existait déjà, où il y a plein de titres déjà. Il y a sur l'écologie, les idées reçues sur l'extrême droite, les idées fausses sur l'alimentation. Enfin, voilà, il y avait vraiment déjà plein de titres dans cette collection et elle souhaitait qu'il y en ait un sur la question animale. Et c'était pas forcément Assez large. l'antispécisme Ouais. dans tout son pur jus radical qu'elle souhaitait, mais en même temps, elle est venue me chercher et puis moi, j'animais le podcast contre le spécisme, donc elle était vraiment ouverte à ça. Et elle m'a dit, voilà, sur la question des animaux, leur psychologie, le véganisme, l'antispécisme. Et moi, je me suis dit, bon, il y a plein déjà de titres qui existent, déjà sur l'alimentation, sur l'aspect voilà, accessibilité du véganisme. Et puis sur les animaux, il y a 1000 titres qui existent sur un peu les idées fausses ou les idées reçues qu'on peut avoir sur Mm. telle et telle espèce, sur leurs prouesses, sur ça vraiment, il y a que ça en fait. Hein. Il y a que ça sur les étals de librairie. À quel point les animaux sont incroyables. Enfin voilà, on les met beaucoup en avant, Par mais on parle espèce, pas du rap d'ailleurs. On en par reparlera de espèce. ça. Souvent, oui, Pas par voilà, individu, tout à fait. par Oui. espèce. Et tout à fait, absolument. Il y a plein de choses à dire sur cette Ouais. littérature-là. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas juste envie de faire un débunkage de à quel point on sous-estime en permanence les autres animaux. Parce que en fait, ces ouvrages ont souvent en commun de pas parler du rapport de pouvoir, de pas parler de l'oppression justement, de pas parler du système de domination, alors que
on n'a pas assez de livres qui parlent de ça et qui pointent ça et qui font le tour des idées reçues. Donc moi, je me suis dit, on va recentrer sur ça, en fait. C'est ça qui manque et puis c'est ça qui fait ma spécialité, moi aussi, dans le podcast. C'est ça que j'explore depuis 4 années. C'est comment ça se cristallise, cette espèce de légitimation idéologique d'un ordre social qui assoit la supériorité humaine et qui fait que, enfin voilà, comme je l'ai dit, qu'on continue à manger les autres animaux, les produire en masse pour les manger. Et qu'est-ce qui fait que, alors que c'est injuste et horrible et dégueulasse, on continue tous à le faire sans problème. Enfin, et on y participe, et puis il n'y a pas grand monde dans la société qui dénonce ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel sentiment d'évidence et de naturalité et de normalité derrière ce système-là? Qu'est-ce qui fait qu'il est en fait naturalisé? C'est-à-dire qu'on le fait passer pour naturel alors qu'il n'a rien de naturel. Et pour qu'on ne puisse pas se poser la question de comment on pourrait faire autrement, en fait. Il y a une question qui fait lien avec ce que tu viens de dire dans le chat de Studio Du qui dit est-ce que le spécisme a toujours existé ou il est apparu à une certaine époque particulière? Peut-être qu'on peut reformuler, mais tu vois l'idée, je pense, derrière la question. Ouais, complètement. Je pense que c'est une question très difficile, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense que c'est un des systèmes d'oppression qui est sûrement le plus ancien, qui s'est vraiment cristallisé au moins depuis l'avènement de l'élevage, Mm. en fait. Heu, je pense que l'élevage, ça commence à être vraiment une institution. C'est-à-dire, les sociétés humaines, à partir du moment où elles reposaient sur l'élevage, elles reposaient vraiment sur le spécisme, sur l'idée que c'est OK, tu vois, peut-être on peut se dire à une époque où il y avait que des chasseurs-cueilleurs et il y avait pas, même pas d'agriculture, enfin, euh, peut-être qu'on ne pouvait pas parler d'un système de pouvoir, vraiment d'un ordre social, même si on pouvait chasser d'autres animaux. Enfin voilà, c'était peut-être pas, c'est pas le bon terme peut-être pour décrire l'organisation sociale ou le rapport de pouvoir qui avait lieu entre les différentes espèces à ces époques-là. Et je pense que au moins depuis l'avènement de l'élevage, on peut se dire qu'il y a le système derrière, à la fois matériel et puis idéologique, qui fait qu'on a institutionnalisé le fait de faire naître des individus, de les sélectionner génétiquement et de se dire voilà, on va organiser tout de A à Z, de leur naissance à leur mort, pour pouvoir s'approprier leur corps et les consommer. Et, pas que et les consommer sous plein de formes différentes, pas que pour la nourriture d'ailleurs, et dans notre intérêt. Ouais. Donc, disons que c'est au moins un système de domination millénaire. Et je sais pas, je pense qu'on manque d'études historiques sur à quel point ça remonte à longtemps Mm. et comment, à partir de quel moment vraiment on peut parler d'un système d'oppression ou de domination. Enfin, ça, peut-être c'est moi qui connais pas assez les recherches en histoire sur ça ou en anthropologie, mais ça me semble compliqué, enfin un peu flou et difficile à dater précisément. Et je sais pas non plus à quel moment aussi ça s'est fait aussi au fil des siècles, la cristallisation du discours de légitimation de ce système-là. Je pense Oui. que pendant longtemps, il n'y a pas forcément eu besoin de justifier ça et que il y a très 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 longtemps, au moins depuis Pythagore et puis sûrement avant, il y a des réflexions, des idées qui ont émergé de se dire on pourrait faire autrement. On pourrait être végétarien, on pourrait ne pas tuer les animaux et exister sans s'approprier leur corps. Et donc là, forcément, ça a mené en face à la constitution de l'idéologie spéciste, d'un discours en face qui vient asseoir et légitimer cet ordre et le renforcer. Et donc ça aussi, je ne saurais pas exactement dater la constitution et la perpétuation, la consolidation de l'idéologie spéciste. Bref, c'est une question compliquée dans laquelle j'aimerais beaucoup me plonger, à vrai dire. Je pense qu'on ne se la pose pas assez. En tout Il y cas, le a, spécisme, aujourd'hui, il est vénère. il y Et a il un est fort, lien étroit effectivement. avec la domestication animale, de toute façon, de base, Oui, je pense qui pas. a émergé Ouais, donc à tout à fait. différents endroits, différentes époques. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de donner une date précise, mais c'est Ouais, domestication animale et puis élevage, quoi. C'est les deux trucs qui ont emmené ça, ouais. a priori, hein. Oui, Euh, ça, faut le rappeler, on le voit pas souvent, mais en deux mots, la domestication, il y a une super historienne, Valérie Chansigo, qui résume un peu, de façon un peu choquante, la domestication. La domestication, c'est sélectionner sur plusieurs générations des individus en fonction de critères qui nous arrangent, souvent la docilité et puis la productivité, c'est-à-dire qu'il y ait plein de muscles qu'on puisse manger ou plein d'œufs ou plein de matières en fait produites qu'on puisse s'approprier.
et qu'on puisse le faire sans qu'ils se battent trop. Donc là, c'est pour ça qu'on sélectionne aussi par rapport à la docilité. Et comment on fait cette sélection? C'est on garde ceux qui ont les traits qui nous arrangent et on tue tous les autres. Et on fait ça sur plein de générations. Ouais. Pour dire à quel point, genre, quand on le voit comme ça, la domestication, d'emblée, c'est un processus violent, en fait. D'emblée, c'est un processus affreux. Et donc ça, c'est déjà hyper spéciste, en fait, le principe même de la domestication et de l'élevage. On est d'accord, complètement d'accord. Bonjour aux personnes qui arrivent au passage, évidemment. On est au début là, et justement, on va passer un petit peu à. Je me suis dit que ça serait pas mal, justement, comme l'idée du bouquin, c'est d'aller sur les idées reçues. Est-ce que dans le chat, vous avez des idées reçues qui vous viennent à l'esprit comme ça? Alors évidemment, on pourra en partir sur certaines qui sont directement accessibles comme ça, mais si vous avez des choses, soit vous, que vous avez vous-même, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément trop rentrés dans le sujet, ou alors que vous avez entendu, peut-être parce que vous êtes militant, militante, que vous êtes juste via votre alimentation, parce qu'on parlera aussi peut-être un petit peu d'alimentation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues de par vos familles, vos collègues, vos amis ou des personnes dans la rue, etc. Quand on vous parle, la question antispéciste est amenée, est-ce que vous avez des choses qui viennent directement à l'esprit? Du coup, en attendant qu'il y ait des gens, parce qu'il y aura un petit délai évidemment, toi, est-ce que tu as vraiment des trucs que tu entends tout le temps, enfin très souvent en termes d'idées reçues sur l'antispécisme, en tout cas des trucs qu'on voit même dans les médias, tu vois, de manière un peu générale? Ouais, il y a plein d'idées reçues qui circulent autour et c'est un peu le cœur de la construction de l'infériorité des animaux, derrière l'idée qu'ils sont cons. En fait, même Ça me fait rire. le terme même. Ouais, ouais, je le dis comme ça pour être un peu direct, mais en fait, c'est pas souvent dit comme ça. Mais les animaux sont bêtes, les animaux sont pas intelligents, les animaux ont des moindres capacités. Enfin voilà, ça prend plein de formes différentes. Les animaux sont pas capables d'écrire des symphonies. Enfin voilà, après on nous sort toute la litanie Oui, de bah ce que nous forcément. on serait capable de faire en tant qu'être humain supérieur, humanité aboutie, aboutissement vraiment parfait de l'évolution. Enfin voilà, il y a toute cette construction là de l'humanité, c'est en essence quelque chose de supérieur. C'est l'espèce élue, des fois on en parle encore comme ça, et toutes les autres espèces nous seraient inférieures. Et donc, légitimement, vu qu'elles sont inférieures, on pourrait les dominer. Et ça, en fait, il y a vraiment tout un discours une fois de plus, là, c'est vraiment un discours de légitimation directe de la violence. De dire, parce que ces individus-là auraient des capacités inférieures, et puis à chaque fois, on sélectionne celles qui nous arrangent et qui nous Oui. mettent tout en haut, Heu, et puis on s'arrange pour pas voir à quel point ils ont en fait les capacités qu'on pense qu'ils ont pas. Il y a toute une histoire aussi de à quel point l'éthologie est passée à côté. L'éthologie, c'est la science du comportement des autres animaux justement, et vraiment si tu fais l'histoire, tu vois à quel point ils ont pas arrêté de sous-estimer, pourtant les gens qui étaient spécialisés et qui étaient censés travailler sur ce sujet, hein, pas arrêté de sous-estimer les capacités des autres animaux. Mais Mm. bref, ça c'est une autre question. Mais sous prétexte qu'ils auraient des moindres capacités, que les animaux sont bêtes, puis d'ailleurs le mot même, les bêtes, ça renvoie aux animaux, et la stupidité, il y a plein de vocabulaire de la stupidité qui est en fait un vocabulaire de l'animalité. L'animalité, c'est presque un synonyme de la stupidité, de la bêtise, de l'infériorité des capacités. Il y a une construction sociale et idéologique derrière cette Oui. histoire, hein. C'est pas innocent. Et donc, sous prétexte que les animaux auraient des moindres capacités, alors ils compteraient moins moralement, ou alors on aurait le droit de les violenter, ou alors on aurait le droit de les dominer, ou ils seraient inférieurs en essence, par nature, quoi, naturellement. Et ça, vraiment, cette idée reçue, je pense que c'est c'est un des fondements vraiment coriaces de ce système de domination-là. Et il faut voir qu'il y a rien qui va, en fait, dans cette idée. Clairement. Déjà, comme je l'ai dit, on n'arrête pas de sous-estimer, les capacités, souvent les capacités cognitives, mais plus largement, voilà, les capacités des autres animaux, et on regarde jamais les capacités où ils en ont beaucoup plus que nous et ils font des trucs beaucoup plus stylés que nous. On prend celles qui nous mettent tout en haut de la hiérarchie, mais c'est pas si grave ça. Enfin, en fait, c'est pas le cœur de comment ça marche, cette histoire. Le pire, c'est ce donc-là, entre les 2, de dire: «Parce qu'ils auraient des moindres capacités, donc, alors on serait légitime à les traiter mal, à les violenter.» Et ça, il y a rien qui va vraiment dans cette implication-là, dans l'implicite permanent qu'il y a dans ces arguments, de dire, bah, parce qu'il y a des personnes qui ont des capacités, moindres, réelles ou supposées, peu importe finalement, on leur prête des capacités moindres, alors on pourrait légitimement s'approprier leur corps, les mettre à mort. Et ça en fait, il y a un fondement qu'on dit, capacitiste dans cet argument-là, c'est-à-dire, qui discrimine en fonction des capacités. Donc, c'est un peu le double pilier. Il y a deux piliers idéologiques du spécisme. Il y en a un, on dit c'est d'autres animaux, c'est pas des humains.
Donc on dit juste, on affirme la différence d'espèces et puis on dit, bah du coup, sans donner beaucoup plus de justification en général, en s'appuyant sur l'ordre de l'évidence, c'est pas des humains, c'est d'autres animaux, c'est des animaux en fait. Donc on s'en fout. Et des fois, on se rabat quand on demande, nous, antispécistes en face, mais en fait, qu'est-ce qui fait que parce qu'on appartient à une autre espèce, on compterait moins moralement, si on peut souffrir, si on tient à sa vie, si on veut avoir des amis, si on veut être épanoui, qu'est-ce qui légitime qu'on leur enlève, qu'on leur prenne tout ça? Et souvent, ça rebascule un peu dans une partie de ping-pong infini sur d'autres types d'arguments qui sont: «Ah bah oui, mais parce qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils sont bêtes». Ouais. Et là, on tombe sur un autre type d'argument qui est tout aussi contestable et qui est tout aussi arbitraire de dire, bah, en fait, pourquoi? Parce que des gens ont des capacités différentes, on aurait le droit de leur voler leur vie, voire de les mettre en vie pour les mettre à mort plus tard, pour voler leur corps. Euh, il n'y a rien qui va en fait. Il y a un système entier d'oppression au sein des humains qui fonctionne sur ce type d'argument-là qu'on Mm. appelle le validisme et qui est affreux et qui est tout aussi contestable. Et là, c'est un des points où il y a des éléments communs en fait en termes d'idéologie et puis de type d'arguments mobilisés qui sont dangereux en fait, qui servent en permanence à faire chuter toute une catégorie d'individus, que ce soit des humains avec des capacités qui sont renvoyés à des capacités différentes, mais en fait construites comme inférieures, ou que ce soit les autres animaux, qu'on renvoie toujours aussi à des capacités considérées comme inférieures. Et sur ce prétexte, on va dire, on peut maltraiter ou on peut traiter différemment, mais en fait, imposer des violences ou moins bien considérer les intérêts de ces personnes-là. Et c'est vraiment, c'est dégueulasse. Ah Et ouais, on est c'est pas complètement d'accord. justifié et c'est horrible et c'est injuste en fait, il faut le dénoncer. Et donc, il faut le dénoncer quand ça touche des humains et il faut aussi le dénoncer quand ça touche des individus d'autres espèces qui ont aussi envie de vivre et qu'on leur foute la paix. Et c'est ce que tu as amené sur la fin, c'est qu'effectivement, la question d'individu qu'il faut amener aussi, parce que même quand les gens parlent de... Bon, il y a la hiérarchisation, évidemment, qui revient tout le temps, avec l'humain au-dessus et les autres animaux progressivement, les autres espèces animales progressivement en dessous. Mais en plus, quand tu as dit un exemple qui était pas mal au début. Oui, ils sont pas capables d'écrire des symphonies. Bah, moi, je ne suis pas capable non plus, par exemple. Tu vois. Donc, typiquement, Et même moi quand non il y a plus. des études potentiellement qui sont faites sur les capacités de telle espèce, vous avez des individus. Il y a notamment Sébastien Moreau, que tu connais certainement, on a regardé une conférence cet été sur la question des animaux dits domestiques d'élevage. Ils ont comparé un petit peu, je crois que c'était pour des chèvres, si je ne me trompe pas, par rapport à l'accès à l'eau. Il y avait différentes possibilités d'accéder à l'eau et en fonction d'un apprentissage ou pas, elles allaient vers tel ou tel point. Voilà. Et on voyait qu'il y en a, bah, elles aimaient faire des calculs littéralement. Elles allaient dans le truc pour aller faire des calculs et les autres, elles allaient juste boire de l'eau comme ça. Mais là, Mm. c'est là où on voit que le raisonnement est complètement... Enfin, ça veut strictement rien dire parce que tu l'as très bien dit avec le validisme chez l'être humain, bah, on a une forme de validisme aussi en vrai chez les autres espèces qui s'opèrent, encore plus marquée du coup, mais la notion d'individualité non humaine, on en est très loin encore pour beaucoup. Sauf peut-être dans le cas des animaux domestiques proches comme les chats et les chiens, et encore, ça va dépendre des personnes je pense, mais c'est compliqué cet aspect-là. C'est compliqué, et puis en fait, c'est parce que ça participe aussi de l'idéologie spéciste d'essentialiser les autres animaux. C'est ça qui se passe en fait, par le truchement, par l'intermédiaire de l'espèce. On va réduire finalement chaque individu. Je veux dire, nous, on fait tous partie de la même espèce, et puis en fait, on reconnaît un peu plus facilement, on reconnaît plus facilement quand c'est les dominants dans les systèmes de domination, et puis il y a un peu une tendance générale des systèmes de domination à homogénéiser des catégories qui sont infériorisées. Mais disons que quand on est pour l'égalité, au moins au sein des humains, on reconnaît un peu la variété de nos expériences, de nos spécificités, de nos individualités, de nos personnalités. Je veux dire, on se réveille et on ne se couche pas le soir et le matin avec les mêmes préoccupations. Oui. On a chacun des vies différentes et vraiment uniques. Et ça, on ne le reconnaît pas du tout, ou très peu, ou seulement pour certaines espèces, pour les autres animaux. Et le reste du temps, on va réfléchir en termes de grandes catégories d'un truc qu'on a créé, d'un système qui a permis de classer tout plein d'individus en fonction d'un critère en général, enfin en tout cas ça a beaucoup réduit à ce critère-là, de leur appartenance d'espèce. Oui. Euh, et en fait, ils ont presque comme unique définition, comme unique caractéristique, ce qui est censé ranger tous les individus de la même espèce, alors que ça reste plein de personnes différentes qui ont chacun leur vie, chacune leur capacité, et puis des capacités diverses, et puis des envies diverses, et puis pas les mêmes préférences.
Et en fait, ça, on l'efface complètement, on efface l'individualité pour les mettre dans des tout homogènes et essentialisants en disant, bah, l'espèce, le lion, la gazelle, Oui, ça aussi, le c'est vrai. l'api, C'est assez vrai. peu importe, enfin, tu fais le renard a telle spécificité. Et ça marche à plusieurs niveaux cette histoire. Il y a en fait tous les individus d'une espèce qui sont essentialisés par leur espèce commune, comme si ça donnait l'alpha et l'oméga de tout ce qu'ils sont. Et ils sont rien de plus que les caractéristiques de leur espèce. Et à nouveau, en fait, toutes les espèces d'animaux non humains sont comme des représentants de l'animalité. Et là, c'est Mm. vraiment la construction philosophique de si tu as vu n'importe quel individu d'une espèce différente de la nôtre, tu as eu accès à l'animal. Le savoir, Et c'est l'animal vraiment. n'est défini que par ne pas être humain, en fait, être un animal non humain. Et c'est vraiment le seul truc qu'ils ont en commun, mais il y a plein de discours comme ça très essentialisants qui nous parlent des autres animaux et puis qui nous disent ah bah voilà, on s'est reconnecté à notre animalité première, ou Ah on a oui, eu ça. accès au monde instinctif, à l'instinct animal. Il y a tout un discours un peu mystique, mystifiant qu'on retrouve Oui. aussi pas mal dans les discours écologistes, de voilà, qui les noie un peu dans ce truc de nature. Et puis c'est un peu comme on voit des animaux, puis d'un coup on est en nature et puis on se reconnecte à un monde un peu obscur, un monde qui nous intrigue, dans lequel on a envie d'aller se replonger, mais pas trop. Mais tu vois, on va tremper des pieds, mais on est bien content de se représenter les choses comme les humains se sont extraits de cette catégorie-là d'animalité Bah, et fameux s'en nature sont culture, extraits. voilà. Exactement, ouais. Il y a vraiment en fait, il y a toute une construction philosophique au fil des siècles de l'humanisme, et au sens de ce récit-là de l'humain qui se serait extrait de la nature, et la nature, les autres animaux, ils seraient restés. Et du coup, nous, on aurait créé la culture, on aurait créé un truc incroyable qui nous rend libres, et eux, on continue à les altériser et à les renvoyer dans un ordre qui est réputé naturel. Et donc, ils seraient en Oui. fait définis par leur espèce, définis par leurs instincts. En fait, ils seraient que finalement l'implémentation de ce que la nature a voulu en eux, alors que nous, on est libre et on se serait libéré. Et ça, c'est une fois de plus en fait un fonctionnement qui permet de venir naturaliser un ordre social, c'est-à-dire un rapport de pouvoir. De dire ils sont pas libres, et du coup ils relèvent des équilibres naturels, de la biodiversité, des Mm. écosystèmes, de la nature, enfin il y a plein de façons du vivant, voilà. Les renvoyer à ces cases-là, ça permet de dire ce qui leur arrive, c'est pas une question morale et politique, c'est pas une question d'un ordre social qu'on peut combattre et qu'on peut changer, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, c'est l'ordre des choses, c'est l'ordre du monde, et on peut du coup légitimement continuer de les manger, vu qu'ils sont dans cet ordre-là qui est un néant moral, qui est un néant politique. C'est à ça que ça sert en fait, c'est à ça que ça connecte là, toute cette histoire d'essentialisme, d'espèces, d'ordre naturel. C'est tout un peu connecté pour venir construire finalement le système de domination, enfin naturaliser le système de domination tel qu'il est, en disant il n'y a pas de souci, c'est normal. Complètement, bah, tu as bien expliqué tout le processus et on va faire un lien, parce que tu parlais de c'est comme ça qu'on peut les manger. Effectivement, quand j'ai demandé tout à l'heure quelles étaient les idées reçues, les trucs qui revenaient, il y a pas mal la question de faut bien qu'on mange, typiquement le lion, voilà, tu vois l'idée. J'ai vu pas mal ça Mhm. revenir, donc effectivement c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment quand tu abordes le régime véganisme. Alors, il y a plusieurs chapitres qui tournent autour du sujet dans ton livre. Je ne sais pas si tu as des choses à préciser peut-être sur cette question-là, de les gens qui vont dire oui, mais genre typiquement l'homme de tout temps, un petit truc quoi. Et puis bah oui, il y a même des gens qui vont carrément sur l'anatomie humaine. Enfin, tu vois, ça peut aller très loin. Ouais. Si tu as des choses à préciser sur le sujet, pour peut-être que les gens défrichent et peut-être des arguments aussi à avancer quand on leur dit ça, notamment au repas de famille, ça peut Ouais. arriver. Ouais. Et bah, partons sur ça, sur cette idée reçue que les humains auraient pas le choix. En fait, on est fait pour manger d'autres animaux et on en a besoin. Il y a une idée de nécessité. On a été créé comme ça, et donc c'est non Oui, seulement normal, mais c'est nécessaire. je te coupe, mais oui, effectivement, je vois un autre truc qui a été dit en chat, c'est oui, la question santé aussi, qui revient aussi beaucoup. Et Ouais, quelqu'un disait oui, on m'a dit que je mourrais dans les 6 mois parce que je suis vegan, alors que ça fait 13 ans là. Oui, effectivement, ça ne marche pas trop. La mort est très lente. effectivement. Effectivement. Du coup, bah, déjà, ça, on peut répondre de façon simple. On peut tout à fait se nourrir d'autre chose que d'animaux morts et être en parfaite santé.
on peut faire sans. Donc, on a tout à fait cette capacité-là. On est des omnivores, ça veut dire qu'on a la capacité de digérer à la fois des plantes et puis, des animaux morts. Mais en fait, ça veut pas dire qu'on est obligé de manger les 2. Ça veut juste dire qu'on en a la capacité et il y a pas une dame nature qui nous a dit: «Bah, du coup, tu devras tout le temps faire les 2 et continuer de manger des animaux morts quoi qu'il arrive parce qu'on t'a créé comme ça». Non, il y a pas de ce truc-là finaliste, qui vient essentialiser, une espèce de capacité carnivore, qui est inexistante. On Omnivore, ça veut dire on peut faire autrement. Oui. Omnivore, ça veut dire on peut être en bonne santé. C'est pas juste, on s'en sort et puis on est un tout petit peu, tu vois? Il y a aussi toute l'idée des carences de oui, d'accord, on peut survivre, mais ça va nuire à notre santé. Bon, ça a été complètement débunké. Il y a un truc, qu'il faut qu'on fasse, enfin, il y a des petits points d'attention quand on a un C'est régime, ça le végan, truc mais qu'il faut qu'on comme fasse attention. ce machin-là, ouais, qui doit être de la B12. C'est ça. Du coup, ça, effectivement, si vous réduisez fortement ou que vous mangez plus de produits animaux, prenez de la B12. Mais en fait, les animaux d'élevage, ils sont aussi supplémentés en B12, donc il y a pas de raison Oui. de mettre des animaux comme intermédiaires, plutôt que prendre directement le truc dont on a besoin. Donc ça, on peut parfaitement faire sans. Il y a pas de souci, on est en bonne santé. Il y a 1000 études qui le prouvent, l'OMS, enfin, je vous fais pas toute la liste, et enfin, il y a plein d'informations, détaillées sur le sujet, mais ça va, ça fait longtemps que c'est débunké cette idée qu'on pourrait pas être végan en bonne santé. Donc comme on a le choix et qu'on peut très bien faire, avoir une vie, en bonne santé et puis même très épanouie et très chouette sans avoir à reposer sur, la consommation des corps d'individus d'autres espèces, on a la liberté, on a ce choix. Et il y a quand même un discours qui reconnaît ça du bout des lèvres en mode: «Oui, bon, d'accord, c'est bon, vous avez fourni les 1000 études qui montrent qu'on va pas mourir si on mange pas, si on devient végan». Mais il y a quand même encore ce discours qui traîne de dire: «Oui, mais on est fait comme ça» et qui vient continuer à dire: «Bah, les humains, c'est pas natu», en fait, qui vient dire: «C'est un régime pas naturel». Et qu'est-ce que ça dit derrière ça? En fait, ça vient essentialiser, pour une fois, d'habitude, on essentialise, les dominés. Donc on va dire, on va essentialiser les autres animaux, là, en l'occurrence. Et nous, on va se dire, voilà, dans ce récit-là, nous, on est libre, on n'a pas de nature. On a la nature de ne pas avoir de nature, justement, de pouvoir choisir nos vies. Sauf quand ça nous arrange bien. Et Oui. là, il y a vraiment un truc drôle qui se passe, c'est-à-dire, il y a une espèce d'essentialisme sélectif des dominants, mais seulement pour certains trucs. Seulement quand ça vient légitimer les violences. Et donc, on va dire, l'humain est libre, l'humain est émancipé, l'humain peut choisir. Ah, mais l'humain, par contre, quand il mange des animaux, il n'a pas le choix. Et du coup, il y a vraiment ce double discours, mais tu vois que ça arrive toujours à la même conclusion de l'humain n'est pas un animal, donc il peut manger les animaux, mais l'humain est un animal, et donc il doit manger les autres animaux. Et tu vois que, en fait, à chaque fois, tu prends dans ce buffet idéologique-là de la référence à la nature, l'idée qui t'arrange pour arriver à la conclusion qui t'arrange. Et c'est ça qui se passe, en fait. Et c'est un truc qu'on appelle l'idée de nature, qui a beaucoup été pensé dans l'antispécisme, justement. Comment cette référence à un espèce d'ordre naturel qui tient pas debout, en fait, qui est juste la naturalisation d'un ordre social, c'est-à-dire du résultat de l'histoire, d'un rapport de pouvoir, de quelque chose qui s'est construit par un rapport de force et qui pourrait être autrement, et que nous, on essaye de changer, d'ailleurs, en disant, bah, oh, en fait, on peut faire autrement. Il y a plein de gens qui viennent nous dire, bon, bah, en fait, non, c'est un ordre naturel et puis on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est à ça que ça sert, en fait, l'idée de nature. C'est un discours idéologique qui vient servir à légitimer les dominations et l'état des sociétés telles qu'elles sont dans leur inégalité, qui vient légitimer l'inégalité. Et donc, tous ces discours-là qui viennent nous dire l'humain, naturellement, doit manger de la viande, bah, en fait, ça repose sur cette idée-là qui est débunkable, qu'on peut examiner et on voit bien que ça tient pas debout, une fois qu'on va gratter un peu le vernis. Merci beaucoup. Pendant que tu parlais, tu as bien expliqué les choses. Effectivement, il y a des gens qui ont repris. On a reçu deux raids, deux gros raids. On doit être beaucoup là, je sais pas combien il y en a, mais on est peut-être 200 d'un coup. Donc, merci beaucoup aux Trop personnes qui bien. sont arrivées et j'espère que ça vous plaît. On est avec Victor du Hurlepush pour parler de son œuvre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi tes podcasts. Mais là, plus spécifiquement, ce livre que vous voyez à l'envers ici, mais à l'endroit sur l'écran, que tu as sorti très récemment, le 3 octobre. Et là, on revenait sur l'idée reçue de le fameux oui, vous avez besoin de viande pour votre santé, on a toujours mangé de la viande, etc. Et on voit que c'est une construction complètement, hein, c'est pas une réalité dans les faits. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont d'ailleurs relevé qu'ils étaient véganes depuis de nombreuses années sans souci. Alors bien sûr, évidemment, on reviendra là-dessus, mais n'hésitez pas à faire un suivi, des prises de sang de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas de carence. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein, de manière générale d'ailleurs. Hein, c'est pas Oui, forcément oui. c'est spécifique au véganisme. Et après, chaque personne aussi a des spécificités de santé aussi, et ça, vous laisserez voir avec des médecins. Mais a priori, quand
il n'y a pas de carences spécifiques qui vont apparaître si vous avez un régime équilibré. Ce qui peut être le cas, d'ailleurs, si vous avez un régime classique, je mets des gros guillemets, hein, euh, parce que vous pouvez vous focus peut-être sur des produits un peu tout le temps les mêmes. Et je pense même que les gens qui sont sur un régime végétarien-vegan surveillent mieux leur santé alimentaire que les autres, hein, a priori. Enfin, en tout cas, tu sais que potentiellement, il peut y avoir des trucs, donc je sais pas ce que En fait, t'as t'en tellement penses tout le monde là-dessus. qui te dit que tu vas crever parce que t'es vegan, que C'est tu fais vite, hyper je vais gaffe et que vérifier. du coup, t'es beaucoup mieux informé en nutrition que la moyenne en général. Je pense aussi. Et puis moi, depuis que, enfin, quand j'ai changé mon régime, j'ai vachement plus été dans la cuisine des choses aussi, de voir ce que j'allais acheter, etc. Donc c'est un truc que tu fais pas forcément quand tu es dans un régime plus classique. Je remets encore des guillemets, classique, mais je sais pas quel. Bah, c'est carniste, on peut dire, hein, pour utiliser les vrais termes. Carniste, ouais, c'est ça. Mais ouais. En fait, on est tous des omnivores, même quand on est vegan. C'est bien, ça Oui, permet c'est de vrai. distinguer genre ce qui est de l'ordre biologique. Donc là, c'est être omnivore ou carnivore ou d'autres, tu vois, ou herbivore. Bon, bah nous, on est omnivore. Ça veut dire qu'on a cette capacité de digérer plusieurs trucs. Et après, la différence entre le régime vegan et le régime carniste, c'est le choix qu'on a de quel régime on choisit avec cette capacité biologique qui nous est commune. Donc on est tous omnivores, mais dans cette Mais on a société, le il y a des choix. gens qui continuent de manger des animaux, et il y a des sociétés qui exercent leur liberté morale et politique, et qui disent, bah, on peut faire ça, on peut faire différemment, donc on va se placer en solidarité avec les autres animaux et plus les manger. Et plus manger leurs produits, et plus manger un peu tous les produits qui mènent à leur asservissement et à leur exploitation. Et donc on C'est choisit ça. d'être vegan. C'est ça, c'est ça. On va continuer tranquillement, mais je relève une question que j'ai vue par c'est assez cible qui nous dit peux-tu expliquer les différences entre sentientisme et antispécisme? Ouais, super question. C'est hyper intéressant. Alors, l'antispécisme, dans son cœur, ça nous dit, cette idée-là que vous mobilisiez là, spéciste, enfin, je dis, c'est imaginaire, hein, de dire, bah, parce qu'on est des humains, parce qu'on appartient à telle espèce, on est supérieur. Donc, sur la base de la différence d'espèce, on établit une hiérarchie. L'antispécisme dit, vous n'avez pas de bons arguments pour faire ça. Désolé, mais tout ce que vous avez essayé, ça marche pas. Que ce soit la différence d'espèce elle-même, bah, c'est juste un critère biologique arbitraire, comme la différence de couleur des yeux, comme être né un mercredi. Enfin, en fait, quand tu vas creuser, tu vois que J'avoue que c'est dit comme ça. le même. Tu vois, enfin, si tu déclarais que tous les gens nés un mercredi doivent asservir tous les autres et sont supérieurs, ça aurait un peu le même type de justification pétée que de dire, bah, moi j'appartiens à telle espèce, donc je suis supérieur. Et les autres justifications qu'on nous donne là sur la différence de capacité, bah, c'est de la discrimination et c'est pas non plus des bonnes raisons. Donc tous les arguments que vous essayez de déployer pour établir la supériorité des humains sur les autres animaux ne tiennent pas debout. Donc ce système-là qui organise la domination humaine est injuste. Ça, c'est l'antispécisme. Et souvent, donc ça, c'est une proposition qu'on dit négative parce qu'on dit que c'est pas des bons arguments. Donc on dit non, là, vous avez tort. Et souvent, la proposition qui vient en complément de ça, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des bons critères pour réfléchir à jusqu'où on va dans notre considération morale? Qui sont les individus ou les êtres dans ce monde qu'on doit prendre en compte? Donc, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre en compte tout. Je veux dire, on ne peut pas traiter à égalité euh, tous les êtres vivants et puis le monde minéral et les plantes et tout. Enfin, en fait, tu vas rien pouvoir faire. En fait, t'arrêtes et tu bouges plus. Et puis, en fait, il y a des questions de quand tu jettes un caillou par terre, tu t'es rien en train de faire de mal si ça touche personne, justement. Mm. Quand tu coupes la branche d'un arbre, t'es pas en train de faire du mal à cet arbre. Tu as peut-être des effets indirects, mais l'arbre ne souffre pas, l'arbre n'a pas d'intérêt, donc t'es pas en train de faire quelque chose de mal. Donc il y a bien quand même des sortes de différences qu'il faut qu'on établisse. Et du coup, jusqu'où on va ou quels sont les bons critères à prendre en compte quand on a des réflexions morales et politiques sur qui on intègre en fait, enfin, à qui on fait attention en politique. C'est clair que c'est pas que les humains, mais jusqu'où on va si on casse cette frontière-là, humaniste, suprémaciste, humaine. Et là, en général, la réponse qui vient, c'est, bah, en fait, le seul critère qui devrait compter, c'est le fait d'avoir des intérêts. C'est-à-dire, si moi je peux ressentir des choses, si on peut me faire du bien ou du mal, si je peux avoir une vie chouette ou pas chouette, si j'ai des plaisirs et des souffrances, tout ça, c'est des bons arguments pour dire qu'il faut prendre en compte les intérêts. Donc, la présence même d'intérêts, ça doit être le critère qui permet justement d'oublier personne, en fait. De dire, bah, du coup, si tu as des intérêts, tu comptes et on fait attention à toi. Et on fait attention à ces intérêts-là existants. Et donc, là, en fait, c'est pour ça que les philosophes qui ont dénoncé le spécisme en sont venus à cette proposition positive en réponse, en disant, bah, du coup, ça semble être un bon critère de fondement de l'égalité. De dire, du coup,
Si on prend en compte tous les gens qui ont des intérêts, on va pas se tromper. Mais on n'a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'après, il n'y a plus d'intérêt à prendre en compte. Donc, c'est plus le même statut des êtres. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la sentience, en fait, cette capacité à avoir des expériences positives et négatives, Mm. à être une personne, un individu, à vivre sa vie, à avoir envie qu'il se passe des choses chouettes, et à ce qu'on, en fait, c'est ce qui fait aussi qu'on peut nous faire du mal. Si on n'est pas sentient, a priori, on peut plus difficilement nous faire du mal. Et c'est ce qui permet de dire que quand on mange des plantes, on leur fait pas de mal, parce que c'est pas des individus qui ont une vie consciente et subjective. Il n'y a pas de souffrance des plantes, malgré tout ce qu'on peut nous dire. On pourra y revenir, et ça fait l'objet d'un chapitre aussi, mais en fait, on n'a pas de bonne raison, là, scientifique, pour le moment, de penser que les plantes peuvent vraiment souffrir. Il y a plein de choses extraordinaires que les plantes peuvent faire, mais a priori, c'est pas des individus sentients, et donc elles n'ont pas des intérêts en ce sens-là. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, manger des plantes, c'est pas du tout le même statut moral que manger des animaux morts. Là, ça a fait du mal à des personnes, alors que manger des plantes, faut voir comment c'est fait, dans quelles conditions, enfin voilà. L'agriculture peut quand même entraîner, en fait, Oui. entraîne en général la mort de plein de personnes, mais c'est indirect, c'est pas pour les plantes elles-mêmes, tu vois? C'est la façon dont le système d'agriculture est organisé. Et là, il y a aussi des choses à dire. Tu en parles pas Mais en tout mal cas, dans ton bouquin de cette oui, question-là oui, oui, aussi. il y a aussi des choses à dire sur ça, ouais. Je sais pas si c'est clair du coup voilà, ce qui fait la différence, souvent, quand on est antispéciste, assez logiquement, on va, ensuite vers la position de: «Bon, bah, vu qu'on nous pose suffisamment la question, des plantes, on sait quoi répondre». On dit: «Bah, du coup, c'est la sentience, en fait», qui fait un peu, cet horizon moral qui n'est pas juste le déplacement d'une frontière. Parce qu'on est en train d'exclure personne. Quand on dit, «Ça s'arrête» entre guillemets à la sentience, c'est en fait, si on prend en compte tous les êtres sentients, on prend en compte tous les gens qui ont des intérêts dans ce monde. Donc c'est un fondement de l'égalité réellement universaliste, par rapport au fondement, précédent qui était: on va prendre en compte les intérêts de tous les humains. Bon, bah, là, ça reste très excluant parce qu'on prend, Ah, on a perdu permettre qu'on Victor. a, Non, le c'est bon, tu scientisme, es a revenu. priori, tu peux pas faire mieux en termes d'égalité. Une Ah, il y petite a eu un coupure, petit bip. mais c'est bon, t'inquiète. Tout s'est bien passé. Mais je pense que ça a été, ça a OK. permis de défricher, de bien comprendre la différence. Et effectivement, bah, faut bien mettre des limites, comme tu dis, à un moment. Sinon, c'est compliqué d'aborder, enfin, d'essayer de réfléchir au sujet politiquement en plus derrière. Donc, ouais, tu as bien raison de revenir. Et c'était une très bonne Mais en fait, question. c'est pas des limites. Je tiens à le Oui, dire parce que je dis moi-même, des limite, fois, je mais dis, c'est pas une frontière, c'est pas restrictif, en fait, la sentience. Au sens où justement, c'est un horizon moral où tu oublies personne. Tu prends en compte tous les intérêts qui existent. Et donc, parce que souvent, c'est un argument qu'on entend, c'est une des questions que j'adresse dans un chapitre, c'est de dire, il y a des gens qui nous disent, bah, vous avez juste mis la frontière plus loin. Certes, vous avez un peu étendu, mais il faudrait ouvrir à tout le monde. Mais en fait, tu te mets à faire de la merde si tu dis qu'il faut traiter les plantes pareil que les animaux sentients. En fait, si tu dis vraiment faut plus faire de mal aux plantes parce que tu penses qu'elles peuvent souffrir ou qu'elles ont des intérêts, bah du coup tu nuis en fait à plein d'individus qui eux peuvent souffrir parce que tu es en train de protéger des gens qui ont pas enfin qui sont pas des gens du coup qui sont même pas des individus. ouais. Euh, et il y a cette idée que du coup ce serait de nouveau excluant, mais en fait ça l'est pas parce que ça interroge le fondement même de c'est quoi avoir des intérêts dans ce monde, c'est quoi pouvoir compter et à quelles conditions on peut nous faire du mal. Et c'est ça qu'interroge ou une réponse que propose le scientisme justement. Effectivement, j'étais obligé de passer pendant que tu parlais, je voyais des messages dans le chat qui défilaient. Du coup, je suis passé en mode lent dans le chat parce que sinon, on va jamais réussir à avoir tous vos propos. On va changer. Alors, ça peut faire lien avec des choses qu'on a évoquées déjà, mais il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Je crois que j'ai déjà vu la question tout à l'heure sur les termes qui sont parfois utilisés. Qui dit donc j'ai été sur un autre stream de l'Odoniri qui est présent aussi sur ce live là et parfois il y a des termes qui sont employés notamment des termes comme fasciste ou des termes un peu de ce style pour parler des consommateurs de viande ou voilà, est-ce que c'est des termes parfois qui sont exagérés pour amener tu vois le discours vers ça ou politiser le truc ou tu penses que 7 milliards, c'est ce qui est mis dans la question, est-ce que vous pensez que 7 milliards de personnes sont fascistes? Donc il y a le lien effectivement qu'on va falloir, on va essayer de parler un peu plus vraiment de la politisation du sujet là, je pense, qu'on peut faire parfois. Et notamment il y a des personnalités politiques qui l'ont pas mal amené, hein, je pense à Sandrine Rousseau avec le fameux barbecue, euh, qui l'ont pas mal amené sur la scène médiatique en tout cas. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, des termes qui sont parfois utilisés vis-à-vis de ces questions-là? Ouais, c'est une question compliquée. Moi, je pense qu'effectivement, ça risque de diluer la pertinence et la force politique du terme fasciste si on l'applique à tous les carnistes. À la limite, on peut dire carniste ou suprémaciste humain.
Ça, c'est juste parce que c'est directement en train de décrire l'idéologie qui permet de se dire qu'on peut manger d'autres animaux. Ceci étant, c'est pas sans lien non plus avec le fascisme. Mais c'est pas forcément un truc pertinent à dire, vous êtes des fascistes, vous, les 7 milliards d'individus, effectivement, qui Oui. mangent des animaux. Mais par contre, il y a des trucs à dire, en fait, sur l'affinité entre l'idéologie fasciste et l'idéologie spéciste. Et en fait, dans les 2 cas, enfin, je veux dire, le fascisme s'appuie sur une représentation de la société en termes de hiérarchie, en termes de domination et en termes de haine de l'égalité. Et donc, dans tout le discours fasciste, il y a beaucoup, en fait, ça s'appuie énormément sur. Enfin, il y a vraiment une place très centrale de la question du racisme, des hiérarchies, soit raciales, soit ethno-raciales, enfin, ou culturelles, mais en fait, peu importe la forme que ça prend, en tout cas, c'est du racisme. Et ça, c'est vraiment très central au sein de l'idéologie fasciste. Et on voit qu'il y a plein d'affinités, c'est même étudié en psychologie sociale, entre les différentes formes de hiérarchisation selon des différentes catégories. Des hiérarchisations genrées, hiérarchisation raciale, hiérarchisation spéciste en particulier. Et donc, plus un individu a des croyances spécistes, plus on voit qu'il a aussi des croyances des autres ordres de discrimination. Parce qu'en fait, juste, il y a un truc commun qui est ce qu'on appelle, bon, je donne le terme technique, mais on va vite comprendre, l'orientation à la dominance sociale. Cette idée qu'il y a des dominants et qu'il y en a qui sont faits pour être écrasés. Qu'il Ouais. y a les supérieurs et il y a les inférieurs. Que c'est normal d'avoir une société hiérarchisée et qu'en fait, l'égalité n'existe pas. Et l'égalité ne doit pas être accomplie. Euh, donc ça, c'est une idéologie qui est très centrale dans le fascisme, qui est très centrale à l'extrême droite plus largement, qui est centrale dans tous les systèmes de domination, en fait, qui disent qu'il y a une catégorie supérieure et une catégorie inférieure. Bon, le spécisme, ça marche pareil, en fait. Ça s'appuie aussi sur ce fondement de l'inégalité, en fait, de la hiérarchie. Donc, on peut dire qu'il y a des fondements communs entre les idéologies, que l'idéologie se rapproche finalement, ou a des traits communs, des affinités avec l'idéologie sur laquelle s'appuie le fascisme. Moi, je vais pas jusqu'à dire que c'est des fascistes. Voilà. Ok. Ouais, Mais il y a des c'est choses à en plus. dire. Et ça, pour le coup, c'est étudié, tu vois, et on peut vraiment sortir les études pour dire que les fondements communs, là, ils sont démontrés. Il y a des proximités dans certains comportements et dialogue, enfin pas dialogue, mais expressions utilisées. En tout cas, quand on aborde cette thématique, et effectivement, comme tu dis, notamment des connexions malheureuses avec le racisme qui s'opèrent, enfin qui sont assez visibles parfois, effectivement. Et d'ailleurs, tu l'abordes notamment les questions racistes et coloniales dans Mm. 3-4 chapitres, si je ne me trompe pas, dans le livre. J'essaie de rattraper les questions du chat progressivement. Alors, je sais pas si c'est. Ça va peut-être faire des allers-retours hein, sur les sujets, évidemment, comme il y a le chat. J'ai Ouais, mis pas en de mode souci. long, donc on devrait être à peu près calé à des moments. Il y a quelqu'un qui nous dit: Je suis carniste perso, mais je suis sensible à la question de la souffrance animale. Je n'arrive pas à franchir le pas de couper ma conso de viande, par exemple. Qu'est-ce qui a été déterminant dans votre parcours? Alors, ça va être très personnel, je pense. Mais peut-être que tu veux répondre pour toi, si jamais. D'ailleurs, tu l'abordes un petit peu dans l'introduction, notamment le sujet. N'hésite pas à nous dire, toi, qu'est-ce qui t'a fait d'un coup. Enfin, c'est pas forcément d'un coup d'ailleurs, hein, ça peut être Mm. progressif. Ouais, en fait, je pense que c'est toujours multifactoriel. Et je sais pas si je suis très représentatif de la majorité des raisons pour lesquelles les gens deviennent véganes et antispécistes. Moi, ça s'est beaucoup fait quand même par les idées. Moi, j'étais en études de philo, j'aimais bien réfléchir à ces sujets-là. Et je me suis retrouvé dans un contexte qui était beaucoup plus favorable au véganisme, et donc qui créait les conditions que ce soit moins coûteux pour moi de me poser la question. En Angleterre, hein, tout simplement. Quitter la Oui, France, c'est une c'est bonne vrai. façon que ce soit plus facile d'être végane. Euh, et du coup, je me suis plongé dans la littérature à la fin voilà, dans ma deuxième année de master en Erasmus sur la question du spécisme, justement. Parce que j'avais un cours sur ça et que je me suis dit, allez, je vais aller lire sur ce sujet. Et je me souviens avoir résisté de toutes mes. Moi, j'étais le pire carniste de ma famille. Enfin, vraiment, on n'aurait pas parié sur moi s'il fallait dire qui allait devenir vegan 2 ans plus tard. Et en fait, c'est quand même tombé sur moi. Euh, Parce que j'ai pas trouvé de bonnes raisons. En fait, Hmm. j'ai vu qu'il y avait plein de bons arguments pour dire bah faut arrêter ce système de domination horrible et on n'a pas de bonnes raisons de manger les autres animaux. Je Et, rebondis sur ce que tu dis. Ça, c'est un truc que ouais, vous je t'en prie. pouvez faire. Réfléchissez à pourquoi, si vraiment on parle d'alimentation, pourquoi vous continuez à consommer certains produits. Qu'est-ce qui vous fait consommer ces produits? Et souvent, vous verrez qu'en fait, c'est des arguments un peu très bancals, même parfois.
Typiquement, le goût, les machins comme ça, bah, vous verrez que notamment parce qu'il y a beaucoup de simili. Alors, je sais plus ce qu'on doit dire maintenant parce que là, ça a changé. Alternatives ressemblant potentiellement qui peuvent être transitoires et des choses incroyables que vous ne connaissez pas aussi, que vous découvrirez. La question du goût revient pas mal, enfin, tu vois, ou de l'habitude aussi. Mais ouais, c'était une très bonne approche de ce que tu viens de dire là, de revenir sur les blocages qu'on peut avoir et on se rend compte en fait, c'est un peu bancal souvent. C'est ça. Bah, moi, je me voyais résister, mais je me voyais, un peu avoir des arguments qui ne tenaient pas debout, enfin qui étaient débunkés juste après. Mais j'avais pas envie, de changer et du coup, j'ai vraiment tout fait pour essayer de trouver des bons arguments et puis d'étudier la littérature et de voir qu'à chaque fois, bah, c'était pas des bons arguments et au bout d'un moment, je me suis dit par honnêteté intellectuelle, voilà, je fais des études de philosophie, si je suis pas capable de reconnaître quand, il y a vraiment aucun bons arguments pour légitimer une inégalité et qu'il y a plein de bons arguments en face pour dire: «Bah, il y a pas de raison de continuer comme ça». Je me suis dit: «OK, là je peux plus», et puis par ailleurs, enfin, il y avait plein de trucs qui s'étaient passés, dans ma vie. J'ai regardé plein de documentaires juste sur l'état de l'exploitation des autres animaux qui était affreux. Enfin voilà, plein de documentaires qu'on a vu passer, et ça m'a fait un peu un électrochoc et le tout combiné avec, plein de contenus aussi militants sur YouTube, enfin voilà. Il y a plein de choses qui se sont accumulées pour me faire me dire: «OK, là, c'est plus possible». Je serais trop hypocrite si je changeais pas là, dans ma pratique quotidienne, les choses maintenant que je vois bien que le spécisme, tient pas debout et est pas légitime et du coup, bah, j'ai essayé de mettre ça en cohérence avec, les nouvelles idées que j'essayais de développer en devenant antispéciste parce que je voyais bien que Ouais, c'était je beaucoup plus comprends. souhaitable et beaucoup plus cohérent aussi avec tout ce qui m'avait porté jusque-là, c'est-à-dire, bah, l'égalité, la justice sociale, la lutte contre les dominations, c'est des choses auxquelles j'adhérais et du coup, je trouvais ça pas logique de pas aller aussi, bah, interroger ce fondement inégalitaire, supplémentaire, quoi. Enfin, généralement, il y a trois approches souvent qui arrivent. C'est l'approche euh, condition animale, on va dire, qui revient, l'approche santé et évidemment beaucoup l'approche écologie et environnement. Des fois, ça peut être entremêlé, mais souvent ça vient d'un des trois points comme ça. Vous allez arriver là-dedans. Moi, je suis arrivé plutôt par le côté écologie-environnement parce que j'ai fait des études là-dedans. Et puis après, bah, c'est la condition animale et tout le reste a suivi hein, derrière. Mais effectivement, et il y a des gens qui posaient la question d'un point de vue santé, etc. On leur rappelle, vraiment, n'hésitez pas à au moins aller voir votre médecin traitant si vous avez des questions sur la point de vue de santé et peut-être faire des prises de sang pour vous rassurer. Et potentiellement, il y a des nutritionnistes aussi hein, qui pourront vous aider. Alors, il faut faire le tri parce que des fois, voilà, hein, quand on parle Bah, des souvent, ils sont mal régimes informés, ouais. véganes, ça peut être compliqué. Mais vous avez très souvent des recommandations sur des forums, sur les Discord et autres, de gens qui connaissent des spécialistes safe, entre guillemets, qui pourraient vous aider. Donc n'hésitez pas. On va pas répondre à ça pour vous, hein, parce que ça va être individuel, je pense, là. Mais voilà, je pense que Pour c'est des important qu'on fasse un pour point des là-dessus, quoi. informations, pour des informations sur la question, il y a aussi l'Observatoire national, des alimentations végétales, l'ONAV, qui fait du travail de qualité avec des professionnels de santé justement, qui, informe sur ça et répond à toutes les idées reçues, et on Ok. peut trouver plein de ressources. Moi, j'avais reçu, un de ces membres de l'équipe scientifique dans le 5e épisode du podcast, au tout début, la première saison, qui faisait un peu le point justement sur, bah, toutes les idées reçues sur les alimentations végétales, mais aussi sur les points d'attention quand même, notamment sur la B12, sur certains minéraux, sur, les anémies, sur enfin voilà. Ok. Il répondait, de plein de façons très précises et pertinentes que moi j'aurais pas pu savoir parce que je suis pas médecin et pas nutritionniste. Du coup voilà, c'était J'ai intéressant. mis le lien du site dans le chat et je l'ai remis pour YouTube. On le remettra aussi, je pense. Ça peut être effectivement pas mal de revenir là-dessus. Alors, il y a encore beaucoup de. Alors, on va pas pouvoir répondre à tout, hein, je vous le dis tout de suite, à mon avis, c'est quasi sûr, mais j'essaie de prendre des choses qu'on n'a pas encore abordées. Et notamment, je vois quelqu'un qui nous dit, parce que c'est un truc qu'on a évoqué un petit peu, je suis un homme noir et c'est pas parce qu'on est noir qu'on échappe au mode de vie et de culture imposés par la suprématie blanche, surtout anglo-saxonne, qui a totalement transformé les modes de consommation de plein de peuples. C'est très bonne remarque et tu le pousses un petit peu. Alors, on en a parlé un peu avant le live, évidemment, nous, on n'est pas les personnes les plus à même forcément de parler du sujet, mais tu as essayé de citer notamment et de mettre en avant les travaux de diverses personnes dans le bouquin, et notamment bah, des gens qui ne sont pas dans des pays blancs occidentaux. Et la question coloniale et la question de la viande, il y a des liens très forts qui se créent. N'hésite pas à nous dire ce que tu as relevé sur ces sujets directement.
Ouais, bah, effectivement, je suis peut-être pas le mieux situé pour en parler, puis je voudrais pas du coup prendre l'espace d'autres personnes qui, dans le mouvement traitent ça en tant que personnes concernées aussi et puis dans d'autres pays que les pays occidentaux justement, portent ça. Il y a tout un courant, qui s'appelle l'afro-véganisme, qui justement essaye de penser cette intersection-là et puis de se réapproprier aussi les cultures végétales, notamment des cultures africaines ou descendantes, de l'Afrique. De dire, bah, c'est souvent les colons qui ont apporté en fait les animaux morts et qui ont imposé des régimes carnés, alors qu'en fait, souvent il y avait des régimes beaucoup plus végétaux, avant la colonisation. Et qui ont apporté l'élevage en fait et même, les animaux ils ont souvent été, embrigadés de force dans l'entreprise coloniale pour venir, aider à avancer sur les terres et occuper les terres en mettant du pâturage, donc en fait des animaux Mm. dessus et il y a beaucoup, Sandra Guimarães qui est une activiste, franco-brésilienne, exceptionnelle, enfin c'est vraiment une personne, formidable. Elle en parle, très longuement et incroyablement bien dans un triple épisode du podcast, comme un poisson dans l'eau, du coup, que j'anime. Et elle raconte un peu toute la façon dont le spécisme s'est imbriqué, donc en fait l'élevage, avec la colonisation, même avec le fascisme, avec la prise et la dépossession des terres indigènes au Brésil, avec la dépossession plus largement des terres en général. Donc il y a en fait une espèce de confluence de mouvements sociaux entre le mouvement des travailleurs sans terre, le MST, euh, qui prône justement la redistribution des terres au Brésil, le mouvement d'égalité puis de reprise des terres indigènes qui leur ont été volées, donc qui ont été spoliées, et les mouvements écologiques qui sont contre la déforestation, contre les énormes pâturages et les cultures massives de soja, et les mouvements antispécistes. Et il y a une espèce de truc qui permet de voir à quel point tous les systèmes de domination s'imbriquent là, particulièrement dans cette situation qui est encore une situation coloniale finalement au Brésil. Et à quel point l'élevage est en fait encore un des instruments au service de la domination coloniale. Mais je vous renvoie, enfin Oui, franchement, j'en parle il y a vraiment plusieurs 1000 chapitres, fois moins effectivement. bien qu'elle Et surtout et des elle en sources que parle tu mets en bas de page incroyablement bien. qui sont très Oui, utiles, effectivement. et il y a plein de choses. Enfin, voilà, il y a un super podcast en français, l'afroécologiste, qui parle pas mal de ces questions-là et qui parle aussi des cultures, voilà, des cultures afrodescendantes, végétales et aussi et véganes et animalistes. Il y a plein de ressources en anglais aussi, qui n'ont pas toutes été traduites. Il y a le super, livre Afroism, qui est génial, par les sœurs, Af et Silko, qui ont écrit, ça ensemble et c'est passionnant et ça va bientôt être traduit en français, je crois. Ah, Mais on est un peu en retard sur les traductions, de bouquins ouais, bah stylés c'est en France. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont faites à l'international, dans plein de pays, y compris pas occidentaux et dans plein de cultures, pas blanches, pour penser aussi ces questions-là. Donc faut vraiment, arrêter de penser que c'est une question, de blancs privilégiés et occidentaux. effectivement. On est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est très poussé. Enfin, moi, c'est un truc qui. Je me demandais si ça allait être fait dans le bouquin. Et effectivement, tu pousses un peu. Et surtout, comme tu dis, tu essayes de pas être en mode je sais tout, quoi. Et de donner plutôt la parole à des références à d'autres personnes et de montrer qu'il y a d'autres personnes qui bossent le sujet. Et c'est plutôt anglo-saxon, comme tu me disais, effectivement. Il y a quelques personnes qui commencent à. C'est aussi par. Alors, ça, on l'a peut-être pas abordé, mais la peur de ne pas être légitime qui, je pense, fait ça. Puis de toute façon, ça rejoint aussi plus largement. Alors, on en parlera peut-être d'ailleurs de ça, mais dans le mouvement écolo au sens large, bah, c'est compliqué pour des personnes qui sont racisées, qui sont queer, qui ne sont pas considérées comme valides, de porter leurs paroles et surtout que ça fasse écho, un gros écho. Ça reste potentiellement dans certains trucs un peu restreints, mais ça aussi c'est un problème. Alors je sais pas si c'est autant le cas dans les pays anglo-saxons, mais en France ça se voit pas mal. Et bon, j'imagine que c'est exactement la même chose pour l'antispécisme, malheureusement. On espère que ça prendra progressivement, enfin en tout cas qu'il y a des personnes qui réussiront à s'exprimer un peu plus et surtout que ça prendra de l'ampleur, quoi, parce que c'est important. Il y a pas mal de gens qui ne se sentent pas représentés en fait, et du coup, enfin ils ont pas de. Ils disent bah je vois que des blancs véganes, moi, du coup, qu'est-ce que. Voilà, c'est ce que tu abordais un peu, hein. J'ai repris ce que tu disais, mais voilà, hein, Mm, mm. s'il y a des gens qui ont envie dans le chat peut-être, qui se sentent concernés, qui ont envie d'aller vers ça, n'hésitez pas, hein, vous toucherez forcément d'autres personnes, hein, vraiment tout le monde est légitime, donc n'hésitez pas quoi.
En fait, c'est un peu un paradoxe parce qu'à la fois, bah, notamment, il n'y a pas de chiffres en France parce qu'il n'y a pas de statistiques ethno-raciales, mais aux États-Unis, la population noire est en proportion la plus végane et en augmentation très forte. Donc en fait, les véganes sont surreprésentés parmi les populations racisées aux États-Unis. Et pourtant, c'est vrai que bah, en fait, c'est un mouvement social qui est encore traversé par la normativité blanche. Et donc, les personnes qui sont en situation de pouvoir, qui sont les plus visibilisées, sont en général blanches, ou plus souvent blanches en tout cas. Et donc, il y a un écart entre la représentativité réelle des gens qui sont engagés pour les autres animaux et qui ont un régime vegan et qui mettent en pratique la solidarité, et les gens qui les représentent ou les gens qui luttent d'une façon qui est plus mise en valeur ou plus représentée, ou qui ont accès à plus voilà, de moyens d'action légitime, ou accès à des arènes de pouvoir, ou qui sont à la tête des associations. Donc voilà, mais c'est compliqué. Parce que du coup, quand on dit des fois c'est un mouvement blanc, bah, en fait c'est faux au sens où bah, en fait, il y a plein de personnes racisées dans les Oui. mouvements antispécistes, mais c'est vrai au sens où bah, c'est encore des mouvements structurés par des systèmes de domination. En fait, c'est aussi des mouvements hyper féminins, mais et on se retrouve aussi avec beaucoup plus d'hommes à la tête des assos ou mis en valeur. Enfin, Oui, voilà. si, Il y a le c'est même important. écart qu'on peut noter finalement sur l'écart genré, alors qu'en fait, c'est un mouvement très très féminin. C'est un des mouvements les plus féminisés, à part le mouvement féministe, je dirais. Il y a peut-être entre 70 et 80% de militantes qui sont en fait voilà, des militantes. Donc voilà, c'est un peu le double truc où il faut essayer de ne pas revéhiculer l'idée que ce serait un truc de blanc, parce qu'en fait c'est faux, et parce que objectivement ça contribue à invisibiliser ces personnes, mais il faut pas se priver d'interroger les rapports de pouvoir au sein du mouvement et de dire bah, on a encore beaucoup de boulot à faire pour mettre fin au racisme au sein du mouvement, et puis au-delà de ça, visibiliser les personnes qui se font inférioriser ou invisibiliser en permanence, quoi. Ouais, ouais, non, mais t'as complètement d'accord. Enfin, on se rejoint. J'espère que ça va faire écho un petit peu dans le chat et que ça permettra peut-être à des gens de passer le cap ou d'en parler autour d'elle. Ça serait cool. Alors, j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Si tu vois des choses qu'on n'a pas parlé et qui t'interpellent, n'hésite pas. Il y avait des Bah, je veux questions. bien rebondir sur Vas-y, vas-y. un des trucs sur la question des plantes. Ouais, parce que j'allais Parce en que je venir sais que c'est aussi. Je souvent pense qu'on l'avait un tous les deux. aspect délicat, et je voyais des gens répondre ah mais en fait on n'a pas arrêté de sous-estimer. C'est vrai qu'on l'a fait pour les autres animaux, et puis c'est pas impossible qu'on sous-estime aussi les capacités des plantes. Et du coup, c'est pas du tout ahurissant de se dire, ça se trouve dans 10 ans, on va découvrir que les plantes peuvent souffrir. Euh, Pourquoi quand même, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive pour les plantes que ça arrive pour d'autres animaux qu'on continue de découvrir. Typiquement les poissons, Mm. on se rendait pas bien compte, ou on n'était pas bien sûr, ou il y avait encore un entretien du doute autour de cette question. Et puis maintenant, c'est assez sûr, on a trouvé des arguments robustes pour dire que les poissons peuvent souffrir. Maintenant, c'est les insectes, on est moins sûr, mais on commence à avoir des bonnes raisons de penser que au moins plein d'espèces d'insectes peuvent souffrir. Et puis ça se trouve, si on suit le mouvement et qu'on n'arrête pas de découvrir des nouvelles choses, ça pourrait arriver aux plantes aussi. Bon, il y a quand même un truc, c'est qu'on sait, il y a des choses où on ne sait pas trop comment ça marche, la souffrance chez les autres, mais un truc qu'on sait, c'est que la douleur, pour être produite, ça a besoin d'un cerveau. Et ça a besoin d'un système nerveux central. Mm. Enfin, d'un système nerveux en Oui, général le d'ailleurs, système mais nerveux. d'un système nerveux centralisé qui centralise une information, et qui, tu vois, la douleur, c'est vraiment ce qui se passe à la dernière étape dans un cerveau. Sinon, c'est juste de la sensibilité, c'est juste de la perception ou de la réaction. Il y a plein de réactions réflexes qu'on peut avoir qui ne mènent pas à un état de douleur. Mais ce truc vraiment là de la sentience, ça peut se passer que dans un cerveau conscient. Et en fait, il n'y a pas de cerveau chez les plantes. Il y a peut-être des trucs qui connectent, qui font véhiculer de l'information, qui permettent aux plantes de réagir, d'être sensibles, mais pas sentientes, au sens où elles n'ont pas de vie subjective et de vie intérieure, parce qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de vie enfin, c'est du vivant, mais il n'y a pas une vie subjective créée par un cerveau. Et ça c'est vraiment reconnu comme une condition absolument minimale pour pouvoir être sentient, d'avoir un système nerveux central et un cerveau. Donc, les plantes n'ayant pas ça, on n'arrête pas de découvrir des prouesses incroyables, mais quand on parle, par exemple, c'était un des éléments qui était évoqué, la communication des plantes. C'est un truc où Ah, c'est un truc qui il y a revient. beaucoup de... Ça revient tout le temps, et il y a eu beaucoup de désinformation, De en fait, sur le fake. sujet. Avec un Oui, bouquin notamment. Strap. notamment avec ce fameux livre là de Peter Wolleben, Voilà. je sais plus le titre, C'est sur les forêts, mais j'ai plus le mais titre en tête. Mais oui, ouais, en fait, il y a vous plein allez de retrouver le fake chat. news. Ouais, je suis sûr que vous allez trouver ça, mais
Bah, je parle de plusieurs, où il y a aussi là cette étude, des koudous et des plantes qui préviendraient finalement, je crois que c'est les acacias, Oui, qui c'est ça. préviendraient leurs voisines en émettant, des signaux chimiques et en disant: «Attention, je me fais bouffer» et du coup les plantes elles sécrètent, un truc qui est amer et qui est, désagréable, à manger, par les koudous qui sont des mammifères et du coup, bah, ça les protégerait et ça on dit, bah, du coup il y a de la communication. Bon, en fait, cette histoire, ça se passe de façon automatique dans le sens du vent. Il y a pas de vie subjective qui permettrait de dire qu'il y a de la communication. C'est, au même titre que, mon téléphone, il émet des signaux C'est vrai. Ah, et c'est il réagit un à des bon trucs, parallèle, ça. il réagit à des signaux Wi-Fi et il se connecte automatiquement. Mais en fait, c'est du signal, c'est de la sensibilité au sens où ça capte et ça émet des trucs, mais c'est pas sentient au sens où mon téléphone n'a pas de vie subjective et en fait, c'est un peu du même acabit cette histoire. Et le problème, c'est qu'on a tout le temps on utilise un vocabulaire qui semble tout le temps suggérer une vie subjective et intérieure chez les plantes, même quand c'est pas le cas et même quand rien ne permet de l'affirmer. Où on va Mmh. dire que les plantes crient et c'est un des derniers trucs là en Cri de la date carotte. où on a non, non, mais on a vraiment découvert Ah oui, avec que, les bah, les plantes tomates. émettent des sons. Oui. Ou je sais plus, il y avait plein de plantes Les plants de différentes, mais tomates avec il y en les avait, voilà, bruits, qui dans émettent des les sons tiges, et là, on c'est peut ça? les écouter. Ouais. Mais en fait, oui, ça émet des sons, mais c'est pareil, c'est des trucs, qui sont plus automatiques de l'ordre du réflexe, qui sont pas de l'ordre de la communication à proprement parler. Et parce que la communication, ça suggère des intentions, donc ça suggère Mmh. un cerveau, un langage et une volonté de se communiquer des choses. Alors que là, c'était juste, bah oui, il y a des sons qui sont émis. Et à chaque fois, il y a un peu des glissements comme ça, qui nous font aller un peu trop loin dans les affirmations qu'on porte sur les plantes. Et c'est un peu frustrant parce qu'on n'arrête pas de dire que les plantes font des trucs 1000 fois plus stylés qui sembleraient appeler, à une considération morale. Alors que quand il s'agit des animaux, il se passe tout le temps le truc inverse où on n'arrête pas de sous-estimer et de dire qu'on s'en fout de pas en parler. Et du coup, bah, il y a un truc un peu dans la façon dont les arguments sont mobilisés, on joue toujours les plantes contre les animaux. On vient toujours noyer un Ouais. peu le poisson, en fait, noyer Les les animaux champignons dans dans tout un ça, tout plus large personne en disant, c'est en plus. oui, oui, mais en fait, ça a un peu quand même cette conséquence dans l'argumentaire souvent de dire: «On rapproche les animaux des plantes» et en fait, bah, comme personne, défend qu'on va arrêter de manger des plantes et qu'il faut pas, faire du mal aux plantes parce que c'est pas très sa enfin, il y en a qui le défendent dans l'idée, mais en fait, hem, personne va enfin, voilà, ça tient pas trop debout, il y a pas de mouvement des droits des rutabagas, quoi. Et du coup, ça vient en fait décrédibiliser le mouvement Facile des droits vite. des autres animaux. Mais en fait, c'est à ça que ça sert malheureusement souvent, c'est en Ouais. fait, c'est un contre-feu Bah, qui est c'est du allumé cherry picking, pour hein, venir littéralement. décrédibiliser l'animalisme. Et mais je sais même Ouais, pas si on peut dire ça, mais tu vois l'idée, c'est vraiment, et puis, comme tu dis, en fait, ce type d'étude là, typiquement le truc des bruits, émis par des plantes, en fait, ça a été quand tu lis l'étude de base, c'est complètement pas du tout ce qui est ressorti dans les médias. Les médias ont complètement retourné le truc en disant: «Oui, regardez, les plantes, sont capables d'émettre, de communiquer carrément». Il y avait, des fois, donc tu te dis: «Non, mais c'est pas ça, non, mais il y avait des articles, les plantes crient oui, non, et il y en avait plein vraiment donc de faites mauvais articles de attention, des vulgarisation trucs que vous lisez dans scientifique, les médias, remontez, essayez de retrouver la source parce que des fois c'est vraiment complètement détourné. C'est pas que pour ces sujets-là d'ailleurs, pour plein. Donc, faites vraiment gaffe, hein, parce que des fois ça confuse plutôt que renseigne, on va dire ça. Ouais et puis je l'ai plus en tête, mais sur cette histoire-là même, des koudous et des acacias, je crois que ça a même été débunké cette histoire, que c'était pas très sérieux la façon dont ça a été étudié et que ça a juste été monté en épingle et notamment, je crois, par ce livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais qu'en fait, entre temps, il y a des gens qui sont repassés par là et qui ont vu que, bah, c'était pas exactement comme c'était décrit initialement et comme tout le monde en a parlé, mais j'ai plus du tout, la Bah, source en tête. Mais du coup, c'est dans le chapitre sur les plantes, techniquement, dans la plupart, alors c'est pas que cet arbre en plus, mais il y a des arbres qui effectivement vont émettre, parce qu'ils subissent une attaque, une substance pour se protéger, de ne pas se faire dévorer, hein, par un prédateur, un insecte, voilà, etc. Mais généralement, en fait, c'est pour eux-mêmes. Ils vont émettre le truc pour dire à une autre partie de la plante, bah, produit telle substance. Et de ce que j'ai compris aussi, bah, potentiellement, c'est pas une volonté de dire aux autres arbres, c'est juste que tu en émets pour toi et du coup, ça va, par le vent, par un truc, aller vers les autres arbres. Donc, c'est pas vraiment une communication en soi, c'est juste qu'ils interceptent le truc et ça crée une réaction d'émission de la molécule qui va les protéger, quoi. C'est ça à peu près qui aurait été débunké, entre guillemets. C'est pas une action volontaire, quoi. C'est vraiment le vent fait que ça oui, arrive c'est sur ça. l'autre arbre, quoi. Je pense que tu Oui pensais un et peu. c'est en fait, c'est pas le résultat d'une intention, Hmm. c'est le résultat de la Une réaction. sélection, naturelle, quoi. Ouais. Et du coup, c'est des réactions, réflexes, heu
Et ça peut être très complexe et ça peut être très stylé et Oui, ça peut être, je veux dire, on n'arrête pas de découvrir. Moi, je suis estomaqué par tout ce que les plantes, peuvent faire, mais ça devient glissant quand on en parle en termes d'intention, en termes de trucs qui nécessitent un cerveau et qui appellent une considération morale. Parce que là, du coup, ça vient empiéter sur, les droits des animaux ou sur les arguments, qui, eux, sont valables pour défendre que les autres animaux, doivent être nos égaux. c'est ça. Bah oui, on est d'accord là-dessus, hein. Alors j'essaie de lire le chat encore une fois, il y a beaucoup de discussions. Ça fait plaisir, hein, moi. Vous êtes investi la thématique du jour. Pareil, hein, si tu vois d'autres trucs. Alors je regarde aussi dans mon suivi parce qu'il y a des trucs que j'ai mis de côté. Je ne sais pas si on a un peu fait le tour de pas mal de choses déjà euh, qu'on avait évoquées. Évidemment, je vous rappelle que tout ça, pourquoi on est là, c'est parce que tu sors un bouquin, au cas où il y a des gens qui sont arrivés, hein. Vous voyez la Mmh. couverture ici, et c'est un bouquin très dense mais accessible. Vous avez différents chapitrages un petit peu thématiques qui ont été faits, et vous pouvez lire c'est quoi, c'est 10 pages maximum par chapitre. Les lire tranquillement à votre rythme, sélectionner ce qui vous intéresse ou les choses qui vous interrogent le plus, et vous pourrez compléter un petit peu le live du jour. Bon, on va continuer un petit peu parce que je pense qu'il y a encore pas mal de questions dans le chat. Je vais essayer de récupérer si je vois des trucs. Euh, Il y a des gens qui parlent du fait. Alors, on a parlé beaucoup d'alimentation aussi, mais il y a évidemment tout ce qui tourne autour des autres types d'exploitation. Ça peut être l'habillement qui a été évoqué un petit peu dans le chat. Ça peut être aussi bah, le fait de emprisonner des animaux pour les montrer aussi dans des zoos. La chasse qu'on n'a pas abordé. Toutes ces thématiques-là. Si tu as envie de partir sur un des sujets, pareil, hein, je te laisse libre champ. Et s'il y a des gens dans le chat qui ont envie d'aborder plus spécifiquement un des sujets que je viens de dire ou d'autres, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que souvent, ça revient beaucoup à la question de l'alimentation carniste. Mais c'est pas que ça, le spécisme. Ça englobe aussi beaucoup de choses. C'est vraiment parce que ce que tu disais au début, hein, c'est un truc global, systémique littéralement, hein, que l'être humain fait sur les autres espèces animales. Euh, donc voilà, En fait, j'essaie. notre société entière repose sur l'appropriation du corps des autres animaux. C'est incroyable comment c'est omniprésent et à quel point c'est systémique, cette histoire. Et du coup, il y a 1000 manières différentes dont on exploite, mais en fait plus largement que l'exploitation de leur travail. Là, c'est un des trucs, le travail animal ou les cirques, voilà, qui les exposent ou qui les forcent à performer pour, le plaisir, des humains qui viennent les regarder. Il y a 1000 autres façons, évidemment, il y a l'alimentation, il y a le fait de leur voler leur peau, il y a le fait d'utiliser, le produit de leur corps de 1000 autres façons que la consommation directe, dans les cosmétiques, dans nos médicaments. Il y a l'expérimentation animale, le fait de pas respecter leur consentement et de, par millions, utiliser d'autres animaux pour faire des expériences, plus affreuses, les unes que les autres, qui les torturent parce qu'on en tire un maigre, bénéfice ou Mm. même un bénéfice pas maigre, en fait, on s'en fout, mais en tout cas, on respecte pas leur consentement dans cette histoire et il y a vraiment des horreurs, qui se passent, chaque jour dans les labos, souterrains souvent et de mieux en mieux protégés et enfin, vraiment, la liste serait très longue de toutes les façons dont on impose des violences aux autres animaux. Moi, je suis pas, particulièrement, spécialiste d'aucun de ces champs-là. En fait, il y a plein d'assos qui sont spécialisés finalement sur, Oui, par campagne, en fait, sur chacun des champs de l'exploitation animale. Et d'ailleurs, le livre est finalement pas trop un tableau de l'exploitation animale. J'ai essayé de prendre comme exemple, en m'appuyant à chaque fois sur bah, les zoos, les cirques, l'expérimentation animale à un moment, la consommation, le cuir, mais de le disséminer au fil des idées reçues. Mais finalement, le livre porte plus sur comment l'idéologie générale qui nous autorise, enfin, qui semble, qui vient légitimer qu'on fasse tout ça, fonctionne et s'articule, quoi. Mais ça fait pas trop un panorama de toutes ces oui, oui. façon-là qu'on a Puis il y d'exploiter les a, animaux. il y a des Malheureusement, ce personnes serait long. aussi qui ont sorti d'autres bouquins très spécialisés ou plus spécifiquement. Bah, je pense à une C'est ça. personne que vous connaissez peut-être, Pierre Rigaud, qui s'est focus très focus sur la chasse, par exemple, et qui a sorti des Ouais, livres très intéressants sur le sujet, si vous voulez pousser le sujet, par exemple. Mais voilà, vous en trouverez en français. Il y a plein d'autres personnes qui sont vraiment plus dans un champ précis, on va dire, de l'antispécisme, si jamais vous voulez pousser le sujet plus loin, ça peut être ouais, intéressant. complètement. Alors il y a d'autres questions. Oui, on a parlé. Alors il y a pas mal de. Ça revient, on en a déjà parlé, mais la question d'individualité, il faut peut-être redéfinir peut-être parce qu'il y a des gens
il y a eu des interpellations sur qu'est-ce que vous considérez comme des individus. Il y en a qui disent oui, c'est uniquement les humains, etc. Je ne sais pas si tu veux redéfinir peut-être comment on peut caractériser l'individualité au sein des animaux, on va dire, de manière générale. Ouais, bah, en tout cas, je peux rebondir sur le fait que là, c'est tout à fait arbitraire de dire un individu, une personne, c'est un humain forcément. Ça, c'est un truc qui se passe très souvent dans le spécisme. On va dire que, on va s'approprier en fait l'usage de certains mots en disant ça ne concerne que les humains. On fait ça avec l'égalité, on fait ça avec la politique, on fait ça avec les capacités et on fait ça avec, des mots même qui devraient, pas poser problème. Enfin, je veux dire, souvent c'est personne qui pose problème. On n'ose pas, enfin, on Oui, vient nous chercher personne. quand on parle de personnes, d'autres Mm. espèces et on vient nous dire: «Non, mais les personnes, c'est que des humains». Mais alors individu, je veux dire, c'est encore plus évident que ça s'applique pas qu'aux humains, Même en fait, individualité, c'est les encore plus indi marqué, là, tu vois, du coup. mais en fait, c'est ça la raison pour laquelle on la refuse aux autres animaux, c'est parce qu'individu, il y a quand même un peu cette idée de, bah, justement de les individualiser, de les considérer comme des personnes uniques, dotées d'une vie propre, d'une vie subjective. Et c'est ça qu'on leur refuse parce que on continue de leur refuser ça pour mieux s'approprier leur corps, pour mieux les Mm. dominer. Mais il n'y a pas de bonne raison de dire que c'est que les humains. Et à chaque fois, on n'arrête pas de trouver ça. En fait, il n'y a pas de bonne raison de restreindre aux humains, ce qui s'applique finalement tout aussi bien et tout aussi légitimement à plein d'autres personnes, justement, d'autres espèces. Euh, mais c'est un truc récurrent dans le spécisme. Ouais. Et je saurais pas dire précisément, j'ai un peu évité la deuxième partie de ta question qui est où est-ce que ça s'arrête vraiment, qu'est-ce qui Bah, il y fait a, il y a la petits, définition. Je petits suis pas assez exemples dans le précis chat dans. qui peuvent nous aider. C'est typiquement si vous avez des animaux avec vous. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme animaux de compagnie, mais des compagnons de vie, on va dire ça comme ça. Bah, vous constaterez, Ouais, notamment, c'est peut-être plusieurs chats ou plusieurs chiens, bah, ils ont leur personnalité. Typiquement, c'est un bon truc, ça, qu'on peut dire. Et c'est pas. En fait, on ouais, l'observe plus facilement chez les animaux qui sont très proches de nous, mais bah tiens, Sébastien Moreau l'a très bien dit aussi, hein, chez les animaux d'élevage, ça s'observe. Vous regardez des troupeaux de vaches, vous avez vraiment différentes personnalités très très marquées parfois. Donc là, les gens qui vous disent non, c'est un groupe dans son ensemble, ça ne marche pas du tout. C'est plus facilement observable parce qu'on connaît, on sait interpréter, et c'est proche de nous chez les mammifères. Mais c'est aussi le cas chez d'autres espèces, les oiseaux, ça peut s'observer. Chez certains insectes, c'est observé aussi, notamment les insectes dits coloniaux. Ça s'observe aussi, certains qui sont plus à même. On l'a évoqué d'ailleurs, on a fait un live sur les intelligences animales la semaine dernière et on mhm, évoquait le cas des insectes sociaux avec bah, certains qui sont peut-être plus facilement, notamment chez les abeilles, qui arrivent plus facilement à indiquer, qui sont meilleurs en maths, tu vois, qui arrivent plus facilement à indiquer où sont les fleurs. Bah, ça s'observe quoi. Donc même quand on s'éloigne un peu des mammifères, c'est observable cette différence de personnalité ou de capacité. En tout cas, on l'a déjà évoqué d'ailleurs tout à l'heure, hein. Si on prend le cas des capacités, ça marche aussi, hein. Tu as des différences entre les individus d'une espèce. Donc dans ce sens, on a des individualités, du coup, si on prend cet angle-là. ouais, tout à fait. Ouais. Euh, Peut-être je peux rebondir sur un truc que je vois dans le chat qui est Vas-y, vas-y. un peu l'idée d'égalité derrière l'antispécisme Ah oui, et c'est de vrai que tu dire l'abordes moi aussi c'est dans le livre. quelqu'un qui dit moi c'est pas possible, jamais je me considérais comme égaux avec les autres animaux et du coup on pourra jamais s'entendre. Bon bah faut voir quand même que c'est un truc qui a souvent été dit entre les humains aussi, hein. Pas genre Oui, juste faire gaffe de quand on a un tel sentiment d'évidence de je pourrais jamais me reconnaître comme comme en égalité traité en égaux d'autres catégories qui sont infériorisées. Bon bah si c'est juste déclarer ça comme ça et puis du coup se dire supérieur, souvent on n'a pas de bonne raison de le faire et puis c'est le résultat de la domination. Donc attention, que ça se passe, ça continue de se passer. Je veux pas en parler que au passé d'ailleurs. Enfin, il y a oui, encore ça plein de se gens qui se disent passe. ça entre les humains en fait, et des hommes suprémacistes masculinistes qui se disent bah moi les femmes je vais jamais les voir comme mes égales. Et du coup ça en fait dans son essence c'est un discours suprémaciste, c'est un discours inégalitaire. Mm. Mais au-delà de ça, enfin voilà, il y a quand même, je comprends la difficulté de qu'est-ce que ça veut dire cette égalité-là entre les espèces. Qu'est-ce que ça veut dire de se dire vous voulez qu'on soit égaux, qu'on se considère comme égaux avec les poissons. Bon, faut voir ce qu'on met derrière l'égalité en fait. L'égalité, c'est pas de dire que les gens sont pareils. C'est pas de dire qu'on a les mêmes capacités. C'est pas de dire qu'on va avoir une empathie égale pour tout le monde. Ça, c'est pas ça en fait, l'égalité politique et morale. L'égalité, c'est un truc aussi simple que quand les autres individus qu'on considère ont des intérêts, on va pas n'en avoir rien à faire et on va pas piétiner leurs intérêts sans bonne raison.
Et du coup, c'est un peu la distinction qu'on doit souvent tracer dans l'antispécisme parce qu'on nous dit: «Ah, vous défendez l'égalité, du coup, vous voulez donner le droit de vote aux poules». Bon, ça permet de Ça, déplier cette histoire-là de: «Non, les antispécistes disent pas qu'on veut donner le droit de vote aux poules, en fait». Pourquoi? Parce que les poules n'ont pas d'intérêt à participer politiquement de cette façon-là. Mais en fait, de la même façon que moi, en tant qu'homme cis, j'ai pas d'intérêt à bénéficier du droit à l'avortement. J'ai pas l'intérêt correspondant, en fait. Ça me sert à rien, ce droit-là. Donc je vais pas l'avoir. Et c'est pas grave. Et c'est pas injuste et c'est pas une discrimination de pas me donner ce droit. On donne le droit d'avorter, et c'est un droit important, à toutes les personnes qui peuvent enfanter dans la société. Et en fait, on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Donc, en fait, déjà, entre humains, on voit que là, c'est pas une infraction à notre principe d'égalité. Et donc, c'est bien que l'égalité, c'est pas donner exactement les mêmes droits à tout le monde ou traiter tout le monde de façon identique. C'est pas l'identicité, en fait, l'égalité. L'égalité, c'est dans la diversité de nos capacités et de nos intérêts. Quand les intérêts sont similaires, on va les traiter à égalité. On ne va pas donner une prépondérance aux intérêts de certaines catégories qu'on va déclarer supérieures, ou juste parce qu'on va trouver que c'est plus important. Et c'est ça, en fait, l'égalité qu'il y a derrière. Mais du coup, ça invite aussi à voir qu'il n'y a pas toujours les mêmes intérêts. Typiquement, les oui. poules, elles n'ont pas un intérêt à la participation politique sous cette forme-là bien particulière d'aller glisser un bulletin dans une urne. Voilà, les poules n'ont aucun intérêt à être prises en considération politiquement comme ça, mais elles ont sûrement un intérêt à ce qu'on prenne leurs intérêts, à ce que leurs intérêts soient représentés politiquement, mais ça prendra d'autres formes. Et on peut réfléchir à d'autres formes plus inclusives de penser la politique qui fassent attention à elles, qui permettent de représenter leurs intérêts, mais ce ne sera pas par la forme du droit de vote. En revanche, un truc qui est très clair, c'est que les poules, elles ont un intérêt à vivre, un intérêt à ne pas être torturées, à ne pas souffrir, à ne pas être enfermées. Et tout ça, c'est des intérêts qu'on a en commun avec les poules. Et donc, ça tombe bien parce que c'est ça qu'on dit, en fait, les antispécistes. Quand on dit on défend l'égalité, notamment avec les poules, avec les chiens, avec plein d'autres animaux, c'est on ne va. Là, comme les intérêts sont présents, et en fait, c'est des intérêts qui sont présents chez tous les êtres sentients, pas être asservi, pas être enfermé, pas être torturé, pas être tué, et bah ça, c'est des intérêts qu'on peut prendre en compte et respecter à égalité avec d'autres individus, d'autres espèces. Et donc c'est ça en fait le fondement de l'égalité. C'est ça qu'on prône. Et du coup, c'est quelque chose d'assez simple en fait, finalement, de dire arrêtez des violences injustifiées et arrêtez de négliger complètement et d'en avoir rien à faire et de piétiner les intérêts d'autres individus sur la base d'une différence qui ne justifie en rien cette différence de traitement. C'est ça, en fait, la vraie égalité Mm. défendue dans l'antispécisme. Et là, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître, en fait, ou en tout cas voir que c'est souhaitable et que c'est justifié d'appeler à ça et de militer politiquement pour ça. Enfin, Ok, ok. j'espère qu'on peut voir que ça tient bien Bah, comme projet. j'espère aussi. En vrai, bah, il y a eu pas mal de gens Sinon, qui ont, il y a 400 pages pour oui, essayer de vous le prouver, mais il y a pas mal de gens qui ont rebondi dessus en comparant avec des droits effectivement qui ont été acquis ou qui sont en cours ou qui justement en ce moment, on pourrait en parler aussi, mais qui sont remis en cause en ce moment peut-être, typiquement chez les êtres humains et qui pourraient être correspondants à des choses chez les animaux non humains, quoi. Donc ouais, effectivement. Alors il y a quelque chose qui est revenu aussi, c'est effectivement, tu l'abordes aussi dans ton bouquin, le minimum, c'est notamment dans les autres, quand il y a des correspondances avec d'autres luttes, le minimum, c'est ne pas être contre les animaux. Et ça, c'est beaucoup plus facile, peut-être pour certaines personnes, que vraiment s'investir, parce qu'évidemment, on ne peut pas militer sur tout, ça, je pense qu'on est tous d'accord. On a peut-être, selon notre parcours, selon nos intérêts personnels, selon notre fatigue, notre capacité, etc., on ne pourra pas être milité sur tout le temps. Mais le minimum, c'est d'essayer de ne pas être contre les animaux. Et notamment, il y a un truc qui est facile à faire, proposer des repas végétaux lors de vos événements ou si vous êtes vendeur de trucs. Et c'est encore compliqué. Notamment, on l'a vu, bah là, j'étais très content, tu l'as vu passer aussi peut-être, mais les universités d'été ouais, ça, j'ai oublié le nom. du NPA. Du NPA, oui, tout était végétal. Ouais, Ça a fait plaisir quand même. Ils ont fait tout un post en plus pour c'est génial, expliquer. ouais. Ça a été mal pris par certaines personnes d'ailleurs, mais comme Oui, quoi ça bah, peut bouger quand le même. Et je pense que NPA c'est des aussi, oui. militants et militantes à Mm. l'intérieur qui ont poussé à ça, a priori, hein. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce sujet, mais ça permet justement de faire le lien avec les autres luttes peut-être qui concernent des personnes ici. Bah, tout à fait, oui. En fait, on n'a pas l'attente que tout le monde devienne activement antispéciste, c'est-à-dire passe du temps et des ressources militantes dans ce combat-là. Mais le minimum syndical qu'on peut attendre, c'est de ne pas nuire aux autres luttes. Tu vois, d'abord, ne pas nuire. Et ce principe, il doit valoir finalement entre les luttes sociales, de dire bah, vous n'allez pas lutter contre une oppression en alimentant les autres.
en fait. Mm. Ça paraît évident, enfin, c'est le strict minimum de solidarité minimale, solidarité passive, en fait, qu'on peut avoir entre les mouvements sociaux. Et du coup, quelle forme ça prend, enfin, quelle forme ça doit prendre, cette solidarité, ce minima de solidarité interlutte vis-à-vis de l'antispécisme? Et ben, c'est de pas servir des animaux morts, à vos événements, pas avoir des arguments qui continuent à s'appuyer sur la suprématie humaine, sur la domination des humains sur les autres animaux, pas avoir des discours qui continuent à naturaliser cette hiérarchie, voilà, pas et en fait, pas alimenter le spécisme, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous allez passer forcément du temps à venir militer, à nos côtés, mais qu'au moins dans vos événements qui sont des luttes légitimes vis-à-vis d'autres oppressions, vous allez pas alimenter celle contre laquelle on se bat. Heu, je pense que c'est un principe qu'on devrait pouvoir respecter, entre toutes les luttes sociales, et qui est encore très difficile, à obtenir alors que c'est vraiment le minimum Ouais. syndical, qu'on doit attendre, de la part des mouvements sociaux, à gauche. Bah, tu évoques notamment le cas, alors j'ai plus les noms en tête ou le truc précis, mais d'un groupe de 4 écoféministes qui avaient fait parvenir, je crois, un document ou autre à des organisations pour leur dire, bah, essayez de faire attention quand même, ça serait pas mal, quoi. Donc, Ouais, ça s'appelle, «Lettres aux féministes pour une solidarité interlutte», je crois, et c'est publié dans l'Amorce par ok. 4 militantes antispécistes et féministes. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, moi, je le vois. Alors là, on parle de potentielle action militante, mais ça peut être des trucs culturels aussi. Typiquement, moi, je sais que j'ai fait un festival, bah, tu avais tout un stand dédié à. Bah, c'était l'alimentation végétale, et en plus, c'était pour soutenir une cause à côté. Donc, ça fait plaisir, quoi, quand t'as des trucs comme ça. Enfin, ça devrait être. Ça fait plaisir, justement, parce que c'est pas habituel. Mais on aimerait bien Ouais. que ça se généralise un peu plus, quoi. Et puis. C'est ça. Une fois qu'on a fait le minimum syndical de ne pas servir des animaux morts et de ne pas alimenter le spécisme par les paroles, par les discours ou par les actions, ce qu'on peut faire, et ce qui est quand même chouette aussi de faire entre les luttes, c'est d'essayer de créer des synergies, de Oui. voir que en fait, tout ce système d'oppression, très souvent, ils sont connectés, puis on gagne à lutter ensemble contre tout ça, et d'essayer voilà, de mieux connaître, de s'informer sur les autres luttes, d'avoir peut-être l'humilité aussi de se dire, bon, peut-être j'ai pas tout compris ou j'ai pas pris suffisamment le temps de m'informer, et peut-être que les personnes qui viennent m'en parler et qui sont antispécistes peuvent me renvoyer vers des ressources et sont sûrement mieux informés que moi qui réfléchis 3 secondes à la question. Donc avoir une logique de pas nuire, mais aussi de pas, tout de suite arriver en pensant avoir raison et en disant des choses qui en fait sont pas justifiées et qui viennent, rendre la vie plus difficile aux militantes, antispécistes. Bah, peut-être aussi les écouter et les prendre au sérieux, leur donner de la place dans d'autres luttes, s'informer. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, au-delà de ça, et les rejoindre de temps en temps, donner un petit peu de force aussi. C'est ça. Ça pourrait être Ça, chouette, mais c'est. j'en appelle même pas à autant, tu vois? Et Mais ce même serait sur les déjà réseaux, tellement bien qu'on pas ait, obligé d'aller directement sur ouais, les réseaux, ouais, c'est tout à fait. plus simple normalement, et vous avez de quoi faire, a Ouais. priori. Relayer ces paroles-là, c'est pas comme on disait tout à l'heure, hein, notamment des gens qui sont un peu mis. Soit qui sont dans des bulles parce que ils veulent pas être mis en avant par d'autres personnes, soit parce que bah, c'est des luttes qui sont encore un peu mises de côté, on va dire. C'est important de les relayer, quoi. Je vois un truc je pense, c'est sur la fin de ton livre que tu en parles, et va peut-être faire parler aussi dans le chat, et peut-être déjà il y a des gens qui ont répondu. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que comme toute oppression, le capitalisme est le nerf de la guerre contre la biodiversité. Tu fais un chapitre là-dessus, justement, des gens qui vont dire oui, mais le plus important, c'est d'abolir le capitalisme. C'est bizarre, il y a peut-être des liens entre le capitalisme et le spécisme. En fait, c'est compliqué. On a des rapports difficiles, des fois, avec le reste de la gauche. Quand je dis «nous», c'est en tant qu'antispéciste. Je suis engagé dans d'autres luttes, mais voilà, me suis très concentré sur celle-là, Ouais. et on a un rapport, en fait, subordination, souvent, qu'on n'a pas choisi, mais vis-à-vis de 2 luttes. Vis-à-vis de la lutte écologiste et vis-à-vis de la lutte anticapitaliste, et ces 2 luttes qui viennent un peu nous dire, «Vous en faites pas, on va régler la question. Vous en faites pas, votre truc là, ce sera réglé avec notre combat». Et donc les anticapitalistes nous disent: «Non mais en fait, venez, on lutte juste contre le capitalisme et puis ça va régler votre question animale. On arrêtera de zigouiller, d'autres animaux par milliards». C'est vrai, mais ça réglera pas le spécisme, en fait. Nous aussi on est concentrés, c'est un objectif, principal, prioritaire, de lutter contre les formes industrialisées d'exploitation, d'appropriation, de mise à mort des autres animaux qu'ont rendu vénère le capitalisme sous sa forme contemporaine, effectivement. Donc on est aussi, à mon avis, si on est antispéciste et qu'on n'est pas anticapitaliste, c'est qu'on n'a pas, on voit pas comment le système fonctionne, donc c'est tout à fait juste.
Mais faut pas prétendre que ça va venir régler magiquement, toute la lutte, en fait. Parce que le spécisme, a bien précédé, on en parlait au tout début du live, Oui, le spécisme, c'est un système d'oppression millénaire qui existait bien avant le capitalisme. Bien avant, qu'ils deviennent, massifiés et industrialisés et en fait, c'est même, quand tu regardes un peu les filiations historiques, c'est beaucoup, en fait, l'élevage, et les abattoirs, la mise à mort des animaux qui a même été un des modèles, une des sources d'inspiration, notamment du taylorisme et de l'industrialisation, en fait, du système capitaliste, tel qu'il s'est développé au XXe siècle. C'est Ford qui allait voir, qui a visité les abattoirs de Chicago et qui s'est dit: «Waouh, ça marche vachement bien cette histoire, c'est très efficace. cette chaîne de désassemblage, on pourrait en faire le truc inverse pour des voitures et Mm. faire une chaîne d'assemblage de parties», alors que l'abattoir, c'était au Donc contraire, il y a tu des prends liens un être avec et puis tu le l'exploitation dissèques. humaine. C'est ça qu'on veut C'est dire. ça. Et puis après, du coup, et en plus, tout le monde se. Bref, oui, c'est super, tout le monde se faisait exploiter aussi dans les abattoirs, y compris les humains. Et donc, ça a été très inspirant pour les gens qui voulaient développer un système capitaliste affreux. Donc, en fait, quand on regarde un peu les filiations, en plus, le spécisme a pas mal alimenté le capitalisme sous sa forme contemporaine. Mais c'est même pas la question, en fait. C'est juste, il y a plein de liens et ça va pas toujours régler la question capitaliste, ne règle pas magiquement la question du spécisme. Pareil pour la question écolo, en fait. Les écologistes viennent aussi nous dire, mais regardez, nous on parle des animaux, on parle des équilibres naturels, du vivant, de machin truc, donc ça va régler les choses magiquement. Mais en fait, les écologistes ne parlent jamais du système d'oppression qui organise la domination des humains sur les autres animaux. Et même, ils ont tendance à pas trop vouloir parler d'élevage. Alors même que c'est un gros facteur dans l'histoire là des autres trucs dont les écolos parlent, de réchauffement climatique et compagnie. Bon, bah, en fait, on voit que l'élevage c'est un gros facteur et que à l'échelle de sa contribution au dérèglement climatique, bah, en fait, on en parle beaucoup, beaucoup moins que les autres facteurs comme les transports, qui sont à Oui. peu près à égalité pourtant, en termes de responsabilité finalement des émissions de gaz à effet de serre. Si on parle purement en termes comptables, mais en fait, il n'y a pas que les termes comptables dans l'écologie. Il y a aussi enfin, de quel rapport de pouvoir sont issus la situation actuelle de crise écologique. C'est-à-dire, ça s'est pas fait tout seul, cette histoire de crise écologique. C'est aussi le fruit, c'est un truc qui est beaucoup analysé dans plein de courants de l'écologie plus récents, disons, qui disent, bon, bah, c'est notamment le résultat du colonialisme. Mm. Et c'est notamment le résultat du racisme. Et c'est notamment le résultat d'un rapport genré, d'une organisation genrée du monde. Et en fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus responsables que d'autres dans les crises écologiques. Et il y en a d'autres, c'est pas les mêmes, qui en souffrent beaucoup plus. C'est aussi le résultat du système capitaliste, évidemment. Enfin, je veux dire, une lutte écologiste qui voit pas à quel point le capitalisme a surdéterminé l'état des crises actuelles et en est un des moteurs profonds et qui les alimente en permanence. Bon, bah, on remonte pas aux bonnes racines finalement. On est un peu on n'a pas les bonnes armes pour lutter contre le bon système, contre les vrais facteurs, si on parle jamais de capitalisme. Mais en fait, le spécisme, c'est un des systèmes qui rend possible, qui a rendu possible et totalement invisible même ces crises écologiques, parce qu'il y a que si on s'en fout complètement des individus d'autres espèces qu'on peut continuer à faire des trucs qui empiètent sur leurs habitats, qui font des feux de forêt et les tuent Oui. par millions, Ah oui, c'est ça, hein. qui les asservit par l'élevage et qui du coup bah, ça a des impacts aussi pour les crises. Enfin, voilà, le spécisme est un des facteurs finalement négligés dont on parle pas souvent des crises écologiques aussi. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, ça c'est un truc que tu relèves et que j'avais déjà aussi remarqué d'un point de vue personnel. Quand il y a des catastrophes naturelles qui ont lieu et qu'on nous dit c'est bon, il n'y a pas eu de victimes. Alors t'as un incendie qui a dévasté je sais pas combien d'hectares, il y a eu des victimes en fait, hein. Pas eu de victimes humaines, précisé. C'est ça. Et ça c'est un Une truc fois de qui plus, revient là, c'est tout le comme temps. individu, c'est un humain. Bah, une victime, c'est forcément un humain aussi. Ouais, C'est un peu tout ce langage spéciste où on voit pas les autres personnes parce que le spécisme. ouais, ça Et c'est un c'est. truc qu'on voit souvent aussi quand il y a des. C'est drôle parce que les seules fois où on parle du lien entre les élevages et les crises climatiques, c'est pas la contribution de l'élevage aux crises climatiques et au réchauffement et aux émissions de gaz à effet de serre, c'est dans l'autre sens en fait. On parle des élevages quand, en retour, les crises climatiques ont fait cramer des élevages. Et là, on dit, ça a fait cramer les individus qui étaient dedans, hein, les personnes qui étaient dedans et qui se faisaient déjà exploiter et qui étaient déjà destinées à leur mort, à leur mort prématurée.
Mais en plus, on dit ah, ça a cramé à cause du réchauffement climatique et ça n'a pas fait de mais ça n'a pas fait de victimes. Heureusement, les humains se sont tous échappés. Ou alors Il y a vraiment rien qui va en fait. encore pire, ils te disent quand c'est des élevages ou des poulaillers, que sais-je, ils disent ah oui, la perte financière est de. Alors t'es là, d'accord, super. Oui, voilà, ouais. Ça c'est. Oui, c'est ça. Et c'est l'annihilation totale de Ouais. l'individualité des gens qui se faisaient exploiter là-dedans. Mais on voit bien là que du coup les cadrages, de la façon dont on parle de la place en fait des autres animaux dans les discours écologistes. Heureusement qu'il y a un discours antispéciste qui rappelle que c'est une question de rapport de pouvoir et d'oppression et que c'est pas une question d'équilibre naturel, en tout cas pas seulement. Et que si les écologistes ne parlent pas de ça, et ben, ils passent un peu à côté des bons diagnostics et puis des bons moyens d'action. Et puis en tout cas, ils oublient ou ils négligent ou ils alimentent parfois même un des rapports de domination centraux et systémiques de nos sociétés. Complètement d'accord. Je pense qu'on va aller tranquillement vers la fin. Ça fait un moment qu'on est ensemble, on a déjà évoqué plein de choses. Et puis en plus, il en reste plein. Si vous voulez pousser le sujet, je rappelle évidemment, le livre est sorti tout récemment, le 3 octobre. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous pourrez retrouver dans le lien. Tu l'as mis dans ton Linktree, le lien pour aller directement le récupérer chez ton éditeur. Voilà, si jamais tu as peut-être des choses à compléter, évidemment, sur le livre qu'on n'a pas évoqué, on l'a évoqué un peu au début, mais n'hésite pas. Et puis si vous avez peut-être un autre sujet d'ici la fin, d'ici là, à ressortir que vous n'avez pas vu, on a fait quand même un tour assez large, je trouve. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour peut-être que les gens achètent ton livre? Faire vraiment. Et bah, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, et puis peu importe la librairie où vous entrez, vous pouvez le commander. D'ailleurs, il y a des gens Ils qui ont pourront dit très qu'elle était arrivée facilement en vous le librairie, commander. qui l'attendaient, qui était arrivée. J'ai vu ça dans le chat tout à l'heure. Ah, Donc trop ça fait bien, plaisir. trop chouette. Euh, Du coup, n'hésitez pas, mais vous pouvez aussi voilà, le commander en ligne, plutôt sur le site de la maison d'édition indépendante que par les trucs genre Fnac et Amazon, si vous pouvez, c'est quand même mieux. Et puis voilà, parlez-en à vos libraires, c'est une bonne occasion. Vous pouvez les commander en médiathèque, dans vos BU universitaires. Enfin, il est oui, trouvable. ça peut être Il y aura une intéressant ça. version aussi, je sais pas quand, mais il y aura une version numérique. Et je crois qu'elle sera disponible sur Cairn si jamais il y a des étudiantes Ok. qui suivent ici. Ok. C'est vrai que c'est une bonne idée Voilà. d'essayer de demander à vos BU de l'inclure potentiellement, donc ça peut être Ouais. intéressant. Mhm. Très bonne idée. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié évidemment. Je ne sais plus. Ah oui, pour les gens qui sont arrivés en cours de live, il y aura une rediffusion sur YouTube d'ici quelques jours, j'espère. Vous pourrez retrouver ça sur YouTube, bien évidemment. On va pas vous louperez pas grand-chose. Et, alors, je pense qu'on est sur pas loin de 2 heures déjà, donc il y aura de quoi écouter ou regarder. Euh, Assez vite. ouais, bah c'était très intéressant. Ça a l'air de plaire. Les gens ont été investis dans le chat en tout cas. Euh, Ah oui, question, peut-être ça permet de faire le truc de fin, peut-être ça. Est-ce que vous évoquez l'après, quand on obtient l'antispécisme? Alors c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, mais qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on prévoit de vivre ensemble avec les autres animaux? Est-ce qu'il y a déjà des théories? Alors peut-être pas toi évidemment, mais il y a des gens qui sont allés un peu voir ce que ça pourrait être une société antispéciste vraiment au sens littéral. Ouais, c'est fou parce qu'on en est quand même très loin. Enfin, je veux dire, on en a déjà à réduire les pires souffrances et on parle d'un système qui met à mort des milliards d'individus chaque année. Donc, bon, on sait quelles sont nos priorités. Et c'est difficile, ça paraît difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on aura arrêté tout ce système-là qui les fait naître et les asservit et les met à mort pour nous nourrir et nous servir. Mais en fait, on a quand même commencé. Enfin, on a quand même la richesse de la pensée antispéciste a commencé ce boulot de penser la société post-spécisme. Et en fait, quand on dit c'est demain, enfin, on dit que c'est dans le futur, bah, en fait, c'est déjà du maintenant dans certains espaces. Je veux dire, il y a plein d'individus d'autres espèces qui sont rescapés du système de l'élevage notamment, qui du coup sont secourus en tout cas ou qui s'évadent tout seuls et qui sont après accueillis par des humains humaines qui elles ont à cœur leurs intérêts et qui essaient de leur donner la vie la plus chouette possible jusqu'à leur mort, qui elles ne soient pas prématurées et imposées, mais qui soient de leur belle mort comme on dit à la fin de leur vie. Et bon, bah, malheureusement, du fait des stigmates laissés par l'élevage et la sélection génétique de la domestication. Mais en tout cas, d'essayer de construire déjà des espaces qui aient à cœur leurs intérêts, qui créent des relations les plus égalitaires possibles. Ça se passe notamment dans ce qu'on appelle les sanctuaires. Il y a des sanctuaires antispécistes qui accueillent des individus d'autres espèces qui se sont échappés ou qui ont rescapé de ce système affreux spéciste. Donc en fait, il y a déjà des espaces, maintenant, là, aujourd'hui, qui essayent de construire cette société post-spéciste.
et une société d'égalité, ou en tout cas de vraiment prise en compte au sérieux et de considération pour les autres animaux, et d'essayer d'interagir de la façon la plus chouette, et de prendre en compte leur liberté, leurs intérêts, leur volonté, leur agentivité. Donc, il y a plein de réflexions qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle la zoopolitique, parce qu'il y a un livre incroyable dans les années 2010, en 2010-2011, qui a été publié par deux philosophes, Sue Donaldson et Will Kimlicka, qui s'appelle justement Zoopolis, et qui essaye de penser cet après-là, de dire, OK, qu'est-ce que ça donnerait vis-à-vis de la diversité des autres animaux et de leurs espèces et des formes d'interaction qu'on peut avoir avec eux en tant qu'humains? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Et d'essayer de donner voilà, vraiment le projet détaillé en faisant des propositions vis-à-vis des animaux d'élevage, vis-à-vis des animaux qu'on dit liminaires, donc qui vivent avec nous dans les villes mais qui veulent pas forcément, qui sont pas domestiqués, et vis-à-vis des animaux sauvages. Et c'est pas les mêmes propositions selon les types d'individus ou le type de relations qu'on établit avec elles. Donc il y a déjà des réflexions de l'ordre de cette société zoopolitique, une société inclusive envers les autres animaux finalement, dans le mouvement. J'en dis pas beaucoup plus, mais parce que c'est aussi un truc en réflexion, puis c'est tout à fait émergent cette question-là, mais il y a Oui. déjà des propositions intéressantes et des gens qui s'y penchent en tout cas. Et c'est très riche, moi je trouve. Et ça donne espoir Tu vois, aussi. moi je pense typiquement à un refuge qui est assez connu, c'est le refuge Groin-Groin que vous connaissez peut-être, qui est, le nom porte à dire que c'est plus spécifiquement les animaux cochons, mais il y a aussi d'autres espèces animales concernées. Et c'est essayer de les accompagner, comme tu dis, parce que ça, on ne l'a pas trop évoqué, mais évidemment, un petit peu quand on a parlé de sélection et autres. Mais il y a plein d'animaux qui sont issus des élevages qui ne sont plus en capacité de vivre tout seuls, en fait, parce qu'ils ont été sélectionnés pour tel critère spécifique à l'alimentation humaine. Et littéralement, tu as des oiseaux qui ne peuvent plus se tenir sur leurs pattes, hein, littéralement par exemple, ou qui développent des animaux qui développent des maladies qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop ce que c'est parce qu'ils meurent dans les abattoirs avant. Du coup, il y a un peu de savoir. Ils n'étaient pas censés vivre aussi longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est des questions qui sont en train d'être réfléchies, résolues en ce moment par les associations qui justement essayent de trouver, de récupérer ces animaux et de les aider, quoi. C'était une bonne conclusion, je pense. Je sais pas ce que tu en dis, de parler un petit peu de ce qui pourrait Je se trouve ça faire. super de finir sur les sanctuaires. Oui. Il y a, justement, je crois que c'est un article de Sue Donaldson qui dit que les sanctuaires, c'est le cœur du mouvement antispéciste. Parce que c'est justement les espaces où on essaie de créer cette société qu'on aspire, à laquelle on aspire, qu'on appelle de nos voeux et qu'on essaie de créer par notre militantisme. Donc je trouve ça beau aussi de finir sur ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a potentiellement qui sont visitables, alors pas toute l'année justement pour que les animaux et les personnes, et les individus qui travaillent, qui vivent dedans, essayent d'être tranquilles, mais il y a des portes ouvertes généralement quelques jours par an, donc si jamais ça vous interpelle, vous voulez potentiellement aider aussi, n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Voilà, écoute, moi je pense qu'on va se laisser ici. Merci à tout le monde, il y a pas mal de gens qui sont restés suite au raid, donc ça fait très très plaisir. Il y a eu quelques animations dans le chat, mais ils ont répondu directement, on n'a pas eu besoin de répondre. Et peut-être que ça va faire réfléchir. Il y a des gens qui sont peut-être pas autant avancés que nous dans la réflexion, ce qui est normal, hein, ça c'est complètement normal. Ça va peut-être amener des personnes à réfléchir, à se renseigner sur d'autres trucs, donc toujours ça. Hein. Est-ce que tu as un dernier mot Ah si, il y a un truc que je voulais te demander. Est-ce que tu vas faire des dédicaces de ton livre? Est-ce qu'il y a déjà un programme Alors il y a des rencontres en tout cas, un peu partout en France. Et la meilleure façon de s'en informer, c'est de suivre les réseaux sociaux du podcast, je vais remettre dans le Linktree que tu as référencé. Ouais. Parce que du coup, c'est au fur et à mesure, il y a déjà plein de dates calées dans l'année, mais je ne les ai pas encore annoncées. Mais il va y avoir des rencontres dans plein de villes, à Chambéry, Bordeaux, Lyon, d'autres dates à Paris, peut-être un peu en Bretagne. Il y en aura d'autres. Si jamais tu passes à Angers ou à Nantes, n'hésite pas à me dire. Ouais, carrément. Je pense que je vais essayer de venir à la prochaine Vegan Place de Nantes où on s'était vu là en juin. Et puis sinon, proposer aussi à vos librairies ou à vos lieux d'organiser des événements autour de ça. Moi, je suis ravi de me déplacer pour venir porter les idées antispécistes un peu partout. Donc voilà, suivez les réseaux pour savoir ce qui se passera. Mais on a plein d'occasions de se voir dans l'année si le sujet vous intéresse. Et dernière question pour conclure, est-ce que tu vas reprendre le podcast alors, parce que tu avais fait un petit reportage, entre guillemets, report de comment tu as écrit le bouquin, mais est-ce que tu as déjà des envies, je pense peut-être, et le temps aussi, de reprendre le podcast avec des nouveaux invités prochainement? Oui,
Tout à fait. J'ai été un peu frustré parce que du coup, j'ai dû ralentir un petit peu le rythme pour, me laisser le temps, d'écrire, ce bouquin parce que j'avais pas beaucoup de temps pour l'écrire. Comme tu l'as suggéré, là, j'ai dû l'écrire en 6 mois donc Mais ça a un peu empiété sur la 400 pages en dernière 6 mois, on saison. le rappelle, hein, Mais c'est quand même un sacré taf. ouais. Plus le taf de relecture et de ouais, bref, ça a dépassé, mais en fait, du coup, je mettais de côté les idées. J'ai quand même pu faire quelques enregistrements et juste pas eu le temps de les monter, de les diffuser. Bref, j'ai plein d'idées et Ok. de sujets qui nous attendent pour la nouvelle saison qui se lance maintenant du podcast. Là, j'étais aussi mobilisé autour des événements de rentrée, du lancement, de la promo du livre. Mais voilà, je reprends le podcast comme un poisson dans l'eau. Et donc, il y a des épisodes qui arrivent tout bientôt. Ah, Et il va y avoir une chouette saison, je ça va pense. faire plaisir. Donc, Je voilà. pense qu'il y a des gens qui écoutent en plus là, donc ça va leur faire plaisir. Bah, n'hésitez pas à suivre les réseaux. Tu vas les annoncer de toute façon, j'imagine, sur tes réseaux. Donc n'hésitez pas à Oui, checker et ça. puis bah, la meilleure façon, c'est de s'abonner là sur les plateformes, vos Ouais. plateformes d'écoute de podcast, sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, enfin voilà, et de pouvoir suivre comme ça. Ou si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez suivre sur YouTube aussi la chaîne pour être tenu au courant des sorties au fur et à mesure. Et tous les liens sont sur le Linktree du podcast. Ouais. Donc, Ok. Bah, je suis très très content de t'avoir accueilli. Ça me fait vraiment plaisir. Pour les gens qui ont aimé le format, je vais essayer d'en faire d'autres prochainement. Alors, c'est pas, pour l'instant, il n'y a rien de prêt, hein. J'ai des idées pareil. J'ai noté des trucs. Et on va essayer d'être toujours dans une idée. Alors, pour l'instant, les premières personnes que j'ai invitées, c'était lié à un bouquin, mais ça ne sera pas forcément tout le temps le cas. Ça peut être juste un sujet qu'on amènera et j'aurai quelqu'un qui s'y connaît mieux pour essayer d'avoir quelqu'un un peu plus spécialisé que moi sur le sujet. Notamment faire des liens écologie et autres luttes de manière générale. Notamment, j'aimerais bien aborder la question du validisme dans l'écologie, qui est une grosse question. Donc j'espère qu'on fera un live là-dessus prochainement. Et puis bon, il y a d'autres questions aussi, évidemment, la question du racisme, les questions féministes. Enfin, il y a plein de choses à dire encore. Et bon, j'espère qu'il y aura plein d'autres émissions de ce type. Ça a l'air de plaire. Et puis c'est sympa, c'est un format un peu causerie. On n'est pas pressé par le temps. C'est plutôt pas mal. J'espère que ça t'a plu, toi, en tout cas, ce format. Tu m'as dit moi, que c'est la j'ai première adoré, fois que c'est tu vraiment le trop fais comme chouette ça. comme format. Ouais. Oui, j'ai pas trop l'habitude moi, de faire des trucs sur Twitch, mais j'étais ravi, là c'est vraiment super et tes questions étaient hyper pertinentes et intéressantes, ça a permis de développer plein de trucs, donc merci beaucoup pour l'invitation et puis pour la discussion. Et merci le chat aussi hein, pour vos questions qu'on a repris de temps en temps, vos remarques. C'est toujours sympa. Des trucs qu'on pense pas des fois. Ça nous permet de focus dessus, donc c'est très très cool. Merci beaucoup. Bah, je vais te laisser là. Comme je remets le lien vite fait, n'hésitez pas à suivre. Hop. Victor sur ses réseaux et peut-être à commander le bouquin si ça vous plaît, vous voulez plus d'infos. Et nous, on se retrouve peut-être en fin de semaine, sinon la semaine prochaine. Restez informés, je vous remets mes réseaux. Peut-être s'il y a des gens qui découvrent la chaîne. Il y a des lives régulièrement. Et puis voilà, c'était très cool. Merci encore Victor. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde. Et on vous dit Merci. une prochaine. Salut tout le monde. Salut, salut.